Un soir, en rentrant d'une supérette, Subaru Natsuki se fait invoquer dans un autre monde. Il est évidemment complètement choqué et ne comprend pas ce qui lui arrive. Il pense d'abord être le personnage principal de ce monde rempli de créatures, ce qui s'avère être faux quand il réalise qu'il n'a pas de pouvoir magique. Il finit donc par se diriger vers une boutique. Subaru réalise qu'il ne sait pas lire les écritures et que la devise d'argent ici n'est pas la même. Il part donc découvrir un peu ce nouveau monde, mais c'est pas très concluant. Après s'être posé dans une petite ruelle, Subaru se fait attaquer par 3 bandits. Il aurait pu se faire sauver par une jeune fille blonde, mais elle passe dans la rue sans même le calculer. Cela l'oblige donc à se battre contre les 3. Il s'en sort bien jusqu'à ce que l'un d'eux sorte une lame. Il se fait rouer de coups au sol quand soudain, une mystérieuse fille aux cheveux blancs apparaît. Elle demande aux 3 bandits de lui rendre son insigne. Ce à quoi ils répondirent que c'est l'autre fille présente auparavant qui le lui aurait volé. Sur le point de partir, elle se retourne tout de même et aide Subaru à l'aide de sa magie et d'un esprit, ce qui force les voyous à prendre la fuite. Après l'avoir soignée et fait la morale, elle décide de s'en aller. Mais Subaru décide de se joindre à elle pour l'aider à retrouver son objet perdu. Après avoir cherché en vain, les deux décidèrent de se présenter. L'esprit se nomme Puck, et son invocatrice s'appelle Satella. Une fois les présentations faites et que les recherches ont repris, ils trouvèrent une fille perdue et l'ont aidé à retrouver sa mère. Malgré son apparence plutôt froide, Satella a quand même l'air d'avoir un gentil fond. Après être retourné à l'échoppe pour demander de l'aide, ils se font recaler par le vendeur, mais la petite fille perdue et sa mère arrivent sur les lieux. Elles expliquent à nos héros que les 3 sont de la même famille. En apprenant qu'ils ont sauvé ses proches, il accepte finalement de les renseigner. La personne ayant volé l'insigne s'appelle Felt, et elle se trouve très probablement vers les quartiers pauvres. Sur le chemin, Subaru demande à un passant où il pourrait bien trouver une fille qui s'appelle Felt. Il leur dit qu'elle se trouve probablement chez le vieux receleur. Arrivé devant une maison délabrée, Subaru entre en premier. Il marche à l'intérieur et réalise qu'il vient de poser son pied sur une flaque de sang. En relevant la tête, il vit le corps d'un géant sans vie. Tout à coup, il entend une femme lui parler, mais ce n'était pas Satella. Il reçoit un coup et vit son corps saigner au niveau des entrailles. Alertée par le bruit, Satella rentre. Elle se fait aussitôt attaquer par cette femme. Les deux agonisent sur le sol. Aux portes de la mort, Subaru panique. En voyant le corps de Satella à ses côtés, il lui tend la main et jure de la sauver. Soudain, il se réveille, devant le marchand de fruits qu'on a vu plus tôt. Subaru est dans l'incompréhension totale, mais pas de temps à perdre. Il court à nouveau chez le receleur et croise encore une fois les 3 bandits. Cette fois-ci, il ne perd pas de temps avant de tous les envoyer au tapis. Une fois arrivé chez le receleur, Subaru croise le géant à l'intérieur vivant. Après avoir discuté, le géant lui fait savoir qu'il attend une certaine Felt. Une fois arrivé, Subaru lui propose d'échanger l'insigne volé contre son portable. Il prétend que c'est un artefact ultra rare qui peut figer le temps en prenant des photos. Mais ils lui font comprendre que ça ne va pas être possible et qu'il va devoir attendre l'arrivée d'une autre cliente qui souhaite aussi s'emparer de l'insigne. Peu de temps après, une femme nommée Elsa entre dans la boutique. Face à son rival de négociation, elle ne fait malheureusement pas le poids aux enchères. Subaru gagne donc cet insigne. Elsa lui demande pourquoi il le cherchait tant, et il lui répond qu'il souhaite le rendre à sa propriétaire. Soudain, elle se mit à attaquer, et elle était sur le point de tuer Subaru qui se fait sauver par Felt. Une bagarre éclate donc entre Rome le géant et Elsa qui finit par le tuer. Elle s'occupe ensuite de Felt et s'en prend finalement à Subaru. Aux portes de la mort, il se réveille d'un coup à nouveau devant la boutique. Il croise de nouveau Satella. Après l'avoir interpellée, elle s'arrête et se retourne complètement énervée. Elle demande à Subaru pourquoi est-ce qu'il l'appelle par le nom de la sorcière de l'envie. Il la regarda choqué par cette déclaration et incapable de répondre. Après coup, elle explique à Subaru la signification de ce nom, pourquoi il est tabou. La sorcière de l'envie Satella serait responsable d'un massacre il y a environ 400 ans de ça. Depuis, elle est détestée par le monde entier. Subaru se demande alors pourquoi elle lui a donné ce nom-là la première fois qu'ils se sont vus. Et pas le temps de respirer que Felt profite de l'occasion pour dérober à nouveau l'insigne. En la poursuivant pour l'aider, Subaru retombe sur les 3 voyous. Mais cette fois, en essayant de les éviter, il se prend un coup de couteau. Les 3 voleurs paniquent et prennent la fuite par peur des conséquences. Subaru se réveille encore une fois devant le marchand et réalise enfin ce qui lui arrive. À chaque fois qu'il meurt, il retourne à un certain point d'apparition dans l'espace et dans le temps. Vu comment les événements sont partis, il songe à abandonner la fille et partir ailleurs. Et il se sent obligé d'empêcher les futurs morts d'arriver et d'aider cette fille. C'est parti pour aller de nouveau chez le vieux Rome. Croisant à nouveau les bandits, Subaru crie cette fois à l'aide aux gardes. Soudain, un homme avec des cheveux rouges et une épée fait son apparition. D'après les voleurs, il s'agit de Reinhard Van Astrea, le maître épéiste. Pris par la peur, ils s'enfuient tous immédiatement. Subaru parle avec le chevalier et après avoir sympathisé avec lui, il lui demande si jamais il croise une fille elfe aux cheveux blancs, de lui dire de ne pas aller chez le receleur. En partant dans les quartiers pauvres, il bouscule par erreur une femme. Il s'agissait d'Elsa, la femme responsable de 2 de ses morts. Elle ressent qu'il est étrangement effrayé par elle, et lui se dépêche de partir. Une fois arrivé chez Felt, il la cherche, et se fait attaquer par la concernée, croyant qu'il était là pour la cambrioler. Quand le doute est dissipé, Subaru propose directement de racheter un signe volé en présentant son portable de la même manière que la dernière fois. Voulant la confirmation du vieux, Felt accompagné de Subaru se rend directement chez le receleur. Après qu'ils aient validé l'appareil, notre héros essaye de dépêcher l'affaire au plus vite, mais se fait à nouveau questionner par Felt. Soudain, une personne toque à la porte. Pris par la peur de revoir Elsa à nouveau, Subaru supplie la jeune fille de ne pas ouvrir la porte, ce qu'elle ignore complètement. Une fois la porte ouverte, c'est la fille aux cheveux blancs dont on ne connaît toujours pas le véritable nom qui apparaît. Elle a l'air déterminée à récupérer son insigne. En la regardant de plus près, Subaru remarque que la fille possède toujours la fleur offerte par la fille du marchand sur elle, ce qui montre que même sans lui, dans cette boucle-là, elle a choisi à nouveau d'aider. Mais soudain, il détecte du coin de l'œil Elsa qui s'apprête à attaquer. Il hurle à Puck de protéger immédiatement la fille. Elsa est une ennemie puissante, mais Puck
Puck réussit à la bloquer grâce à ses attaques de glace. Mais par manque d'énergie appelée le mana, il se retire de la bataille, ce qui laisse la fille seule contre Elsa. Après avoir été spectateur du combat pendant trop longtemps, le vieux Rom prend l'initiative avant de se faire facilement battre. Il se fait tout de même sauver par Felt, rendant sa blessure non mortelle. Après sa fuite, Subaru prend part au combat pour aider, mais leur différence de force est bien trop grande. Alors qu'il est sur le point de se faire tuer à nouveau, une voix retentit. Pendant sa fuite, Felt a trouvé Reinhardt, qu'elle a amené sur place. Le combat éclate entre les deux. Il la tient sans souci, mais à cause des alliés à proximité, il ne peut pas se donner à fond. Une fois que la fille a fini de soigner le vieux géant, Reinhardt utilise une technique de sa famille et fait exploser tout le bâtiment. Quand la situation est plus calme, Subaru entame une conversation, jusqu'à ce que Elsa surgisse des décombres pour porter une attaque surprise sur le garçon. Reinhardt arrive juste à temps et dévie cette attaque. Elle en profite pour s'enfuir. Subaru, ayant compris que Satella était un pseudonyme, lui demande une faveur. Il souhaite savoir quel est son vrai prénom. En vérité, la jeune fille s'appelle Emilia. Mais au même moment, Subaru, qui pensait avoir dévié l'attaque de Elsa, se sent bizarre. Il retrouve une blessure sur son corps et se rend compte qu'en réalité, elle l'avait bel et bien touché. Emilia prend la responsabilité de s'occuper de lui et de le ramener chez elle pour le soigner. Felt, pour remercier Emilia, lui rend son insigne. En se réveillant, Subaru se retrouve soigné dans un lit. Semblant être dans un manoir, il détermine que cette fois, il a pu survivre. Après s'être levé, il marche dans un couloir sans fin. Il finit par ouvrir une porte et en face de lui se trouve une petite fille blonde dans une bibliothèque. Après avoir discuté avec lui, elle en a marre et décide de le renvoyer d'où il vient en le mettant KO. En se levant à nouveau, Subaru rencontre Rem et Ram, des jumelles en uniforme de servante. Puck, Subaru et Emilia se retrouvent ensemble dans la cour pour discuter des événements de la veille. Après vérification, Puck ne ressent aucune once de malveillance chez le garçon, ce qui rassure énormément Emilia. Mais ils sont interrompus par les deux servantes qui s'introduisent pour leur faire part de l'arrivée du maître du manoir, Rosval. Une fois dans la salle à manger, Rosval explique à Subaru l'état actuel de Lugnica, le pays dans lequel il se trouve. Toute la famille royale est décédée, ce qui entraîne de nouvelles élections. Et Emilia, justement, fait partie des candidates avec Rosval sous tutelle. Suite à ça, Subaru estime que son aide mérite une grosse récompense, et il demande donc à être embauché dans le manoir. Sa demande est acceptée et sans perdre de temps, il essaye une tenue de majordome. Après ça, Ram lui fait visiter le manoir. En ouvrant la porte des toilettes, Subaru tombe à nouveau sur la petite fille blonde nommée Béatrice. Après s'être fait exclure de la bibliothèque, Subaru comprend que la pièce où était Béatrice est connectée à toutes les autres portes du manoir, et qu'il est difficile de la trouver par hasard. Après avoir trouvé l'endroit à nouveau, Puck explique que Béatrice est la gardienne de cet endroit nommé la bibliothèque interdite. Ram explique que Rosval est l'un des plus grands mages du royaume et que Béatrice le protège sous contrat. Les jours passent et Subaru galère un peu à se prêter à ce job. Lors d'un soir, Ram et Rosval, voyant Subaru et Emilia par la fenêtre, se demandent s'il n'est pas un espion. Emilia remarque ses blessures, ce qui lui met un peu la honte. Il explique qu'il s'est blessé en cuisinant et en se faisant mordre par un chien dans le village d'à côté. Subaru lui propose ensuite de passer du temps ensemble le lendemain, ce qu'elle accepte. Après cette journée, il décide d'aller se coucher. Le matin, Subaru se réveille heureux avant de remarquer que Ram et Rem étaient présentes dans sa chambre, le traitant comme un invité. En regardant ses mains, il réalise que ses blessures ont disparu. Ça ne fait aucun doute, il est mort pendant son sommeil. Subaru se lève à nouveau et prend la fuite, partant se réfugier dans la bibliothèque interdite. Il discute avec Béatrice et se questionne de la manière dont il est mort jusqu'à ce qu'il décide de rejoindre Emilia dans la cour du manoir. Ram propose ensuite à Subaru de se retrouver dans sa chambre plus tard. Il panique à cette proposition, mais finalement elle était uniquement ici pour lui apprendre à écrire la langue du pays. Le lendemain, les trois se retrouvèrent dans la cuisine, où Ram explique que sa sœur jumelle est plus compétente qu'elle dans beaucoup de domaines. Plus tard, Rem et Subaru se retrouvent dans les bains pour nettoyer et discuter. La servante apprend qu'il a l'air de beaucoup apprécier Emilia au point de lui proposer un rencard. Au village, Subaru passe du temps avec les enfants du coin, et il se fait à nouveau mordre par le chiot avant que Rem le rejoigne. Le soir même, Emilia s'occupe des cours d'écriture de Subaru, vu que les deux servantes ne sont pas disponibles. Subaru profite de cette occasion pour lui proposer le rendez-vous en question, ce qu'elle accepte encore une fois dans cette boucle. Bref, après ça, c'est l'heure de se coucher, mais il tombe soudainement au sol. Il a super froid et se met à vomir. Subaru quitte sa chambre en agonisant et en criant à l'aide. Il entend soudainement le bruit d'une chaîne et reçoit un coup. Même pas le temps de respirer qu'il a déjà perdu son bras, et il commence à mourir avant de recevoir un coup fatal. Encore une fois, il meurt. Après avoir assisté à son propre meurtre, Subaru se réveille à nouveau dans la chambre d'invité. Il se rendit donc dans la bibliothèque interdite une nouvelle fois et réfléchit à la situation. Il entame une discussion avec Béatrice qui finit par l'expulser. Dans la cour, il discute avec Emilia et Puck pour la troisième fois. Les deux jumelles à nouveau arrivées dans la cour annoncèrent le retour de Rosval. Pour éviter le tragique destin arrivé précédemment, Subaru décide cette fois de simplement séjourner au manoir en tant qu'invité au lieu d'y travailler. Après une journée en essayant de trouver des indices sans y parvenir, Subaru part voir Béatrice pour lui demander des informations. Il lui demande si un sort est capable de tuer une personne en l'endormant. Elle lui explique que oui, et c'est possible grâce à une malédiction qui peut être provoquée par le toucher. Le lendemain signe le départ de Subaru. En partant du manoir, il va directement se cacher dans la forêt des alentours afin d'observer le manoir en cas d'attaque. Après plusieurs heures d'attente, il fait presque nuit. Quand soudain, Subaru se fait à nouveau attaquer et entend le bruit de cette chaîne. C'est une énorme boule piquante avec une longue chaîne, qui est maîtrisée par nul autre que Rem. Après avoir découvert l'identité de son meurtrier, Subaru tente de prendre la fuite avant de se faire découper sa jambe. Rem lui pose ensuite des questions. Elle souhaite savoir s'il est d'une faction ennemie ou s'il fait partie du culte de la sorcière. Mais il nie tout en bloc, car évidemment il ne sait même pas de quoi elle parle. Sauf qu'elle mentionne quelque chose d'étrange. Apparemment, le garçon dégage l'odeur de la sorcière et c'est pour ça qu'elle ne lui fait pas confiance. Trop tard, elle l'achève. Subaru se réveille à nouveau dans le manoir avec Rem et Ram en face de lui. Emilia se rend à son chevet pour discuter et cette fois il change de stratégie. Il va
lui révéler son pouvoir du retour par la mort. Au moment où il prononce ces mots, le monde s'arrête. Une ombre apparaît et une main en sort. Elle se dirige droit vers le cœur de Subaru et elle commence à l'écraser. Pris par la peur, il reprend conscience et arrête immédiatement la discussion. Plus tard, Béatrice s'introduit dans la chambre où Subaru se repose afin de s'excuser. Pour se faire pardonner, les deux passent un contrat impliquant la protection de Subaru jusqu'au 5e jour. En allant dormir, Subaru se remémore tous les événements récents et sa santé mentale en prend un coup. Il se réveille dans la bibliothèque interdite, frappé par Béatrice. Apparemment, il avait dormi jusqu'au 4e jour, ce qui est son record de survie jusque-là. Il croise Emilia dans le couloir qui l'amène devant une chambre. Arrivé devant, il entend Ram crier et pleurer la mort de Rem. Il ne comprend plus rien. Comment sa meurtrière pourrait être celle qui meurt cette fois-ci? En tout cas, Ram ne perd pas de temps avant de l'attaquer, car il est le plus suspect ici. Mais Béatrice est toujours sous contrat avec le garçon, alors elle décide de le sauver. Ayant couru le plus loin possible, Subaru s'arrête devant une falaise. Il hésite à mettre fin à ses jours pour tout recommencer, sauf qu'il est pris par la peur. En repensant à tous les moments vécus avec les deux servantes, Subaru prend sa décision. Il veut absolument sauver Rem, et découvrir la vérité derrière la malédiction et les meurtres. La seule solution, c'est de recommencer encore une fois. Subaru se réveille dans la même chambre où se trouvait encore Ram et Rem. Après avoir répété le même scénario que dans les autres boucles, il établit un plan pour survivre. Il doit gagner la confiance des deux sœurs et Rosval, puis vaincre le lanceur de malédiction. Après ça, Subaru se rend au village avec les servantes pour les courses. Il s'arrange pour entrer en contact avec chacun des villageois auprès de qui il est très populaire. Une petite fille lui présente son chien et le mord à la main. À leur retour, il croise Rosval qui part pour une affaire. Subaru va voir Béatrice pour vérifier s'il possède la malédiction en lui, et elle lui confirme que c'est bien le cas. Elle lui retire donc la malédiction qui s'échappe de la main à l'endroit où le chien l'avait mordu. Il prévient donc les deux sœurs à ce sujet et leur indique qu'il compte retourner au village pour retrouver le coupable de cette malédiction. Emilia les surprend et voyant à quel point il est déterminé, elle lui pose une bénédiction. Il part accompagné de Rem et il découvre que les enfants ont disparu. Subaru veut absolument les sauver malgré le danger et la peur qu'il ressent. Rem commence à croire en la sincérité de Subaru et vient avec lui. Il retrouve les enfants sur une plaine inconscients au sol, tous mordus au bras et probablement maudits. Rem utilise sa magie pour figer la malédiction, mais une fillette manque encore à l'appel. Subaru part la chercher pendant que Rem s'occupe des autres enfants. Il la retrouve auprès d'un tronc inconsciente. D'un coup, un chien molosse apparaît beaucoup plus imposant que prévu. Subaru réussit à le vaincre, mais il n'a pas le temps de retrouver ses esprits qu'il se fait encercler par plusieurs de ses bêtes. Heureusement, Rem intervient pour le sauver. Pendant que Subaru porte la petite, elle assure ses arrières pendant leur fuite. Le véritable chien responsable des autres se met soudainement à lancer une énorme attaque. Rem se fait blesser gravement en sauvant Subaru, mais tout à coup, une corne pousse sur son front et elle entre dans une rage immense. Alors qu'elle massacre les molosses, Subaru la pousse hors de portée pour la protéger d'une attaque. Elle recouvre ses esprits et élimine les molosses restants et Subaru est à son tour gravement blessé. Il se réveille dans une petite maison avec Emilia endormie à son chevet. En sortant, il trouve Ram, qui lui explique que Rem l'a ramené blessé et qu'Emilia a veillé sur lui toute la nuit. Béatrice vient ensuite le voir et elle a levé la malédiction qui pesait sur les enfants, mais elle annonce à Subaru qu'il ne lui reste que 12 heures à vivre. Il a reçu trop de malédictions par les morsures des nombreux molosses à veille, et le seul moyen de s'en sortir serait de tous les éliminer, chose que Rem est parti accomplir seul. Subaru et Ram partent à sa recherche dans la forêt. Pendant qu'ils se déplacent, Ram explique au protagoniste qu'elle et sa sœur sont des Oni, et qu'en tant que jumelles, elles ne possèdent chacune qu'une seule corne au lieu de deux, ce qui leur a valu l'hostilité de leur communauté. Ram a perdu sa corne par le passé, ce qui la prive d'une grande partie de sa force, mais elle maîtrise tout de même la magie de vent. De plus, elle peut voir à travers le regard des animaux de la forêt. Cependant, Rem reste introuvable. Subaru fait alors un pari. Il tente de parler à Ram de la mort réversible et comme prévu, un sort l'empêche de parler. Cela amplifie l'odeur de la sorcière sur lui que les molosses ne perdent pas de temps à sentir. Subaru compte ainsi attirer les bêtes et Rem à la fois. Les chiens se pointent comme prévu, Ram en tue plusieurs mais elle s'épuise très vite et ils doivent fuir. Tout à coup, Rem arrive et les sauve. Sauf qu'elle est en pleine frénésie et ne reconnaît plus ses alliés ni ses ennemis. Subaru se sert encore de sa malédiction pour attirer les molosses à lui et inciter Rem à se focaliser sur eux. Ram lui précise que frapper fort son front pourrait lui faire retrouver ses esprits. Subaru lance Ram sur sa sœur afin de l'occuper le temps qu'il frappe sa corne. Il rate sa première tentative mais à la deuxième, il se jette sur elle résolu à la sauver. À leur naissance, Rem et Ram allaient être tués car chez les Oni, les jumeaux étaient tabous. Cependant, la magie de vent innée en Ram impressionne leur père et elle furent épargnés. Rem grandit avec un complexe d'infériorité comparé à sa sœur. Toutefois, elle décide de se démarquer par les tâches quotidiennes. Elle part dans la forêt récolter de quoi préparer un repas, mais un orage éclate et la foudre fait prendre feu à des arbres. Ram part à son secours et Rem finit par abandonner l'idée de surpasser sa sœur. Une nuit, des hommes mirent le feu au village des deux sœurs. Ram protège Rem, mais un assaillant lui tranche sa corne. Elles furent ensuite emmenées au manoir de Rosval où elles deviennent des servantes. Rem décide de tout faire pour remplacer Ram, privé de sa corne. Dans le présent, Rem reprend conscience sauvé par Subaru. Mais ils n'ont pas le temps de discuter car les molosses sont déjà de retour. Subaru les attire ailleurs pour que les sœurs puissent s'enfuir. Il tombe sur le chien lanceur de malédiction et déclenche son pouvoir d'aveuglement. Il parvient à planter son épée dans le cou de la bête, mais ça ne suffit malheureusement pas. Par miracle, un renfort arrive enfin. Rosval qui utilise de la magie de feu pour tuer les molosses. Subaru se réveille au manoir en compagnie de Rem. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et s'excuse de ne pas avoir su agir correctement. Mais Subaru lui remonte le moral en lui rappelant qu'elle a tout donné pour le sauver et lui dit de regarder l'avenir à la tête haute. Emilia remercie Subaru pour tout ce qu'il a fait et elle voudrait le récompenser. Subaru lui demande alors un rencard tous les deux. Quelques temps plus tard, un messager de la capitale arrive pour Emilia et Subaru n'est pas autorisé à assister à leur entrevue. Il tente en attendant de s'imposer
sympathiser avec Willem, le majordome. Après cette réunion, Subaru demande à accompagner Emilia à la capitale, ce qu'elle accepte. Il va d'abord voir le marchand de fruits, puis il compte rendre visite à Rome et Reinhardt. Emilia se rend au château pour une audience. À l'entrée, le chevalier Julius l'accueille, ce qui rend Subaru super jaloux. Puis elle entre au château, laissant le protagoniste à l'entrée. Il voit dans une ruelle une jeune fille a priori menacée par 3 voleurs, ceux à qui il avait déjà eu affaire à son arrivée dans la capitale. Par chance, Rome passait par là et les prend la main dans le sac, ce qui fait fuir les voleurs. Mais elle balaye totalement son aide en affirmant que tout dans la vie joue en sa faveur. Ils sont ensuite rejoints par Aldebaran, le garde du corps de la jeune fille, et Emilia qui a demandé de l'aide pour la retrouver. De retour au manoir, elle demande à Subaru de ne pas venir à la capitale pour lui éviter tout ennui. Mais il refuse de rester sur place et s'y rend en cachette le lendemain. Par chance, il croise la calèche de la fille de la veille qui se dirigeait au château. Elle accepte de le faire rentrer. Il découvre qu'elle est en fait Priscilla, une autre candidate au trône. Il pénètre dans la salle et Emilia est surprise de le voir à ses côtés. La cérémonie prend place et de nombreux chevaliers y assistent. Il se trouve que Reinhardt est juste devant Subaru et le messager de la dernière fois vient le saluer. Il s'appelle Félix et est en fait le chevalier d'une des prétendantes au trône. Parmi les 5 candidates, l'une sera élue pour prêter serment et devenir reine. Mais Subaru remarque qu'elles ne sont que 4, alors il se demande qui est la dernière. D'un coup, Felt rentre dans la salle et Reinhardt l'annonce comme la 5e candidate. Même elle n'a pas l'air enjouée par la nouvelle et Reinhardt lui confie un insigne qui réagit à son contact, prouvant qu'elle est éligible au titre de reine bien qu'elle veuille se désister. Les 5 candidates se confrontent. Priscilla et son serviteur Aldebaran, Crutch et son chevalier Félix, Anastasia et son serviteur Julius, Emilia sous la tutelle de Rosval, et enfin Felt accompagné de Reinhardt. Les sages du conseil s'énervent de voir une gueuse proposée en tant que candidate ainsi qu'une demi-elfe, qu'ils voient comme une démone similaire à la sorcière. Subaru se révolte pour défendre Emilia, et s'autoproclame serviteur de Rosval et premier chevalier d'Emilia. Julius refuse cependant qu'un novice comme lui s'improvise chevalier devant tous ses confrères, et il l'humilie devant toute l'assemblée, si bien qu'Emilia le renie et lui demande de partir. Ensuite apparaît subitement Rome, venu récupérer Felt, mais il est vite arrêté par les gardes. Julius quitte la salle et défie Subaru pour laver l'humiliation qu'il a causée à tous les chevaliers de la salle. Quand un garde vient signaler cet incident à la cour, Emilia se précipite à l'arène. Elle y trouve Subaru qui se fait malmener par Julius qui le roue de coups et finit par l'assommer. Il se réveille dans une chambre du palais avec Emilia à ses côtés. Elle lui demande pourquoi il en fait toujours autant. Quand Subaru répond qu'il fait ça pour elle, elle ne peut pas le croire. Il a trahi sa confiance en allant au château et en se mettant en danger inutilement. Subaru insiste sur le fait qu'il n'agit que pour son bien, et qu'il tient à elle car même si elle l'ignore, elle en aurait fait tout autant pour lui. Emilia, qui ne sait rien des vies précédentes de Subaru, ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il s'emporte alors en lui rappelant que lui-même s'est tué à la tâche pour son insigne et pour la menace au manoir. Emilia reconnaît ses faits et va tout faire pour rembourser ses dettes envers lui et mettre un terme à tout ça. Suite à ça, Subaru se rend chez Crutch, où il reçoit des cours d'escrime de la part de Willem. Rem assiste aux entraînements et le soutient moralement. En ville, il croise le marchand de fruits qui parle des candidates au trône. Selon lui, une demi-elfe n'a aucune chance de gagner la confiance du peuple. Le lendemain, la séance d'entraînement de Subaru est interrompue par un message d'urgence qu'elle a reçu. Des mouvements suspects auraient été détectés aux alentours du manoir de Rosval. Subaru et Rem partent directement là-bas et font une pause pour la nuit dans une auberge. Rem vient le voir dans sa chambre pour discuter avec lui. Elle utilise sa magie pour continuer de le soigner, mais aussi secrètement un sort somnifère sur lui. Le matin, Subaru découvre que Rem est parti avec le carrosse dans la nuit, et elle lui a laissé une lettre où elle indique de rester ici pour qu'il se repose. Subaru, fou de colère, prend un conducteur et lui ordonne de le conduire au domaine de Rosval. Après une autre journée de voyage, la monture du chariot se fige car elle flaire un danger. Mais Subaru continue à pied. Il croise un groupe de personnes mystérieuses qui l'encerclent avant de disparaître. Bizarrement, ils ne lui font rien, et il arrive au village qui est bien calme. Puis il découvre des cadavres d'habitants. Il se rue au manoir et trouve Rem étalé au sol avec une épée plantée dans le dos. Il trouve également plusieurs enfants villageois massacrés. Dans le manoir, il tombe sur Ram qui est morte, puis il emprunte un étrange passage tout congelé. Il gèle lui-même sur place et meurt dans le froid tandis qu'une voix résonne lui disant qu'il est en retard. Subaru revient au jour des courses avec Rem. Il tombe dans ses bras traumatisé. Elle se charge de ramener Subaru toujours dans un état second au manoir. Subitement, ils sont attaqués par ces mystérieux hommes noirs. Rem les reconnaît comme les membres du culte de la sorcière, ceux qui avaient attaqué son village quand elle était petite. Alors qu'elle se bat contre eux, ils enlèvent Subaru. Séquestré dans une grotte, il subit un interrogatoire par l'évêque du culte de la sorcière, Betelgeuse. Soudain, Rem apparaît. Elle avait suivi ses traces. Elle poursuit le combat afin de libérer Subaru, mais elle est vaincue et massacrée. Betelgeuse s'amuse ensuite à mutiler son corps et obtient la réaction de Subaru qu'il attendait. Il entre en rage et hurle qu'il le tuera pour ce qu'il a fait. Betelgeuse part accomplir la suite de sa mission, décidant de laisser là Subaru enchaîné. Une fois l'évêque parti, Rem qui avait feinté sa mort rampe au sol et libère Subaru. Elle meurt dans ses bras, lui déclarant qu'elle l'aime. Subaru retourne au manoir en portant le corps de Rem. Et encore une fois, c'est le chaos total dans la demeure de Rosval. Le paysage est complètement enneigé quand un démon géant apparaît et décapite Subaru. Il reprend à nouveau ses esprits devant le marchand avec Rem. Cette fois, une pulsion meurtrière se fait ressentir chez lui. Subaru retourne avec Rem au château de Crutch et s'entretient avec elle pour lui demander du
renfort afin de sauver le domaine de Rosval. Mais elle lui répond plusieurs choses. Déjà, Subaru n'a rien à offrir en échange, et si Emilia n'est pas capable de protéger son propre territoire, ça ferait d'elle d'une piètre reine. Crutch exige qu'Emilia se retire de la course au trône si elle l'aide, d'autant plus que les déclarations de Subaru pourraient s'avérer fausses. Il accepte de s'engager à sa place, mais finalement Crutch refuse. Subaru devient fou de rage à l'idée que Crutch laisse mourir des villageois, et la supplie de l'aider à anéantir le culte de la sorcière. Elle ne cède pas et il finit par partir en gardant de la rancune. Avec Rem, ils vont rechercher de l'aide auprès d'autres personnes. Subaru rend visite à Priscilla, qui veut l'humilier en échange de sa coopération. Mais en voyant que Subaru semble prêt à tout, elle le traite de chien et le renvoie. Il tombe par hasard sur Anastasia et tente une approche avec elle. Même chose, elle ne compte absolument pas l'aider. En chemin, il croise Otto, un marchand qui voyage en groupe. Subaru lui propose de le payer très cher et en échange, il engage tout le groupe afin de l'aider à faire évacuer le village. Plus tard, ils foncent tous en direction du manoir. Mais comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça, ils sont attaqués par une énorme créature. Une baleine blanche s'en prend à eux férocement. Subaru et Rem perdent leur chariot et rejoignent celui d'Otto. Voyant qu'ils n'arriveront pas à lui échapper, Rem assomme Subaru et saute du chariot pour affronter la baleine. À son réveil, il veut faire demi-tour, mais Otto le calme directement. Lui dit qu'un régiment et même un maître épéiste ont trouvé la mort face à cette baleine blanche. En gros, il sous-entend clairement que Rem est foutu. Il veut le convaincre de ne pas gâcher son sacrifice et de se sauver. Mais Subaru insiste, mais la baleine les rattrape. Otto panique complètement en ne comprenant pas pourquoi la baleine s'acharne sur eux. Il se demande si la baleine ne poursuit pas en réalité Subaru. Il le pousse alors de son chariot. Subaru court pour sa vie et soudain tout se dissipe et redevient calme. Le matin, il parvient au manoir. Il est recueilli et soigné, mais à son réveil, il découvre avec horreur que Ram et Emilia n'ont aucun souvenir de Rem. Subaru veut faire évacuer Emilia de force, mais sans explication, elle ne comprend pas. Il tente le tout pour le tout et lui dit alors que s'il sait tout ça, c'est parce qu'il est revenu d'entre les morts. La force obscure qui lui serre le cœur dès qu'il tente de parler de sa condition l'épargne. À la place, Emilia meurt juste en face de lui. Pile à ce moment arrive Béatrice. Subaru désespéré lui demande de le tuer. Béatrice refuse et le téléporte au loin pour protéger seul le manoir. Il se retrouve sur un chemin de forêt avec le corps d'Emilia. Les membres du culte l'encerclent alors et Betelgeuse s'étonne de voir que Subaru a provoqué la mort d'Emilia avant même leur intervention. Mais en l'attaquant à sa surprise, l'évêque se rend compte que Subaru est capable de voir les bras invisibles qui lui jaillissent du dos. Par pure cruauté, il immobilise Subaru et le force à le regarder sur le point de mutiler le corps d'Emilia. Tout à coup, Puck débarque pour tuer tous les hommes du culte de la sorcière, y compris Betelgeuse. Puis il s'occupe du cas de Subaru et qui le reproche d'avoir brisé une promesse faite à Emilia. Il le congèle sur place et finit par mourir piégé. Encore une fois, il est de retour à la vie au marché avec Rem. Il s'isole avec elle et lui fait part de ses projets. Toutes ses tentatives de venir en aide aux autres se soldent par des échecs. Il demande à Rem de fuir avec lui et de fonder un foyer ensemble. Elle imagine parfaitement tout de A à Z, leur vie commune et heureuse qu'ils pourraient avoir, mais elle ne peut pas accepter. Le Subaru qui lui demande ça voit l'avenir avec tristesse et non avec sa joie habituelle. Elle ne veut pas le voir abandonner ainsi. Subaru lui répond que abandonner est sa décision la plus difficile à prendre pour lui, mais la seule qui lui semble possible. Il se sent inutile et orgueilleux d'avoir cru un seul instant pouvoir sauver qui que ce soit. Selon lui, avant même d'arriver à Lugnica, il n'avait jamais rien fait de sa vie, et c'est irréaliste de croire qu'il pourrait changer. Il sombre totalement dans le désespoir, mais Rem énumère toutes ses qualités qu'elle adore en lui, et elle finit même par lui avouer son amour. Peu importe la situation, elle aura toujours confiance en lui depuis le jour où il l'a sauvée dans la forêt. Grâce à lui, elle a retrouvé son bonheur qui était éteint depuis le drame qui lui était arrivé à elle et sa sœur enfant. Rem propose à Subaru de reprendre sa vie de zéro et d'aller de l'avant. Subaru lui avoue alors qu'il aime Emilia et lui demande son soutien pour pallier ses défauts. Rem accepte, préférant le voir heureux bien que ses sentiments pour lui ne soient pas partagés. Maintenant accompagné de Rem, il négocie avec Crutch cette fois avec des arguments objectifs qu'il a préparés en amont. Il lui demande de l'aide militaire en échange d'informations sur la baleine blanche qui terrorise la population depuis des siècles. Il lui propose aussi des droits d'exploitation des mines de la forêt d'Elior appartenant au domaine de Rosval. Cette dernière, capable de déceler les mensonges, voit que Subaru dit la vérité, mais elle doute encore. C'est alors qu'Anastasia et Russell se joignent aux négociations. Elle trouve aussi un intérêt à la chasse à la baleine pour la sécurité de ses marchands et elle prêtera ses forces pour le combat. Crutch change alors d'avis et accepte la proposition de Subaru. Leur pacte est conclu. Willem remercie personnellement Subaru pour ses informations sur la baleine, car son épouse et ancien maître épéiste Teresa a trouvé la mort contre cette créature. Il a donc l'occasion de la venger pour lui rendre justice. Sans tarder, les troupes se préparent. Au lendemain soir, l'expédition est lancée. Subaru fait la connaissance de plusieurs guerriers dont Ricardos aux ordres d'Anastasia. À la nuit tombée, ils arrivent à l'arbre Flugel dont la taille est titanesque. Ils se préparent tous en attendant l'arrivée de la bête. Celle-ci apparaît dans le ciel et Subaru et Rem attaquent en premier. Les soldats se lancent ensuite. La bataille contre la baleine blanche fait rage. Crutch porte un coup à la créature grâce aux rafales de vent émis par son épée. Ils tirent ensuite sur la baleine avec leur canon plasma. Willem se lance en premier au corps à corps. Toutes ces attaques ne semblent blesser la baleine que superficiellement. Elle contre-attaque en poussant un son strident, puis elle fait venir le noir sur la plaine. Plusieurs hommes trouvent la mort dans les attaques de la baleine. Quand Subaru voit que les généraux de Crutch n'arrivent pas à identifier les soldats morts en faisant leur rapport, il comprend que la baleine doit sûrement effacer l'existence même des victimes des mémoires des gens. Crutch ordonne la retraite, mais des ondes sonores rendent fous les soldats qui commencent à se mutiler eux-mêmes. Félix s'occupe de les soigner, tandis que Subaru et Rem repartent pour attirer la baleine loin d'eux. Willem et Ricardos continuent de trancher la peau de la baleine avec leurs lames. Puis elle disparaît et un calme inquiétant s'installe. D'un coup, la bête ressurgit et engloutit Willem. Subaru allait subir le même sort, mais Ricardos le
protège et se fait blesser. Comme si c'était pas assez, deux autres baleines blanches font leur apparition. La bataille s'empire encore plus et les pertes s'alourdissent du côté de Crutch. Ces hommes commencent à perdre de leur combativité. Subaru réfléchit et se rend compte que les deux autres baleines doivent être des clones de la première, étant donné que l'une se tient en hauteur et à distance du combat. Il propose un plan très hasardeux. Pendant qu'elle et les soldats s'occupent des deux clones, Subaru attire l'attention de la baleine originelle. Il active la malédiction de la sorcière pour augmenter son odeur sur lui, ce qui pousse la créature à l'attaquer. Alors qu'elle approche, Crutch fait abattre sur elle l'arbre de Fugiel. Ses doubles disparaissent et Willem réussit à s'extirper de l'intérieur de la bête pour lui donner le coup de grâce. Grâce à ça, il remporte finalement la victoire. Une fois le calme revenu, Crutch vient témoigner tout son respect et sa reconnaissance envers Subaru et ce qu'il a accompli. Et elle le traitera désormais en tant qu'ami et lui propose de l'aide pour la mission qu'il a accomplir ensuite. Willem se propose d'emblée et Crutch lui confie la moitié de ses hommes pas blessés. Rem veut venir avec lui, mais il souhaite qu'elle aille se reposer pour récupérer de cette bataille. Ricardos, que Félix avait soigné, se joint également à lui. Et pour couronner le tout, un autre bataillon qui était chargé de bloquer les routes le temps de la bataille arrive pour l'accompagner, incluant Julius. Subaru et lui brisent un peu la glace pour mettre de côté leur ancien différend. Le groupe se prépare avant de partir affronter le culte de la sorcière auquel la baleine blanche semblait être liée. Subaru part seul à la rencontre de Betelgeuse devant l'entrée d'un de leurs repères. Ce dernier lui propose la place d'évêque de l'orgueil car c'est le seul péché vacant parmi le culte de la sorcière. Il lui demande de lui montrer son évangile, qui est la preuve de son éligibilité dans le culte. Mais il se fout totalement de lui, en lui disant qu'il l'a jeté après l'avoir sali en cuisinant. Betelgeuse tombe totalement dans le ragebait. Mimi et Etaro interviennent pour détruire l'entrée du repère, puis Willem surgit et tranche en deux l'évêque. Subaru prend bien soin de récolter l'évangile de Betelgeuse et repart. Tous les quatre retrouvent les autres soldats. Le groupe de Julius a tué deux autres sous-fifres de l'évêque. Subaru est satisfait de la nouvelle, mais il crie victoire trop vite car les apôtres du culte répliquent et tuent quelques-uns des leurs. Puis les mains invisibles que Betelgeuse est normalement le seul à pouvoir utiliser saisissent Subaru et le traînent plus loin dans la forêt. Il se retrouve confronté à l'un des apôtres de Betelgeuse qui veut le convertir avec le pouvoir de son évangile. Trop tard pour lui car les alliés arrivent juste à temps. Et du coup il reste combien d'apôtres parce que là ça fait beaucoup. Subaru se lamente des vies perdues à cause de cette opération, mais Willem le pousse à continuer le combat sans jamais se relâcher. Les hommes d'Anastasia font évacuer la population pour leur laisser le champ libre dans leur combat contre le culte. Alors qu'il se déplace, Subaru se retrouve tout d'un coup isolé des autres et apparaît devant lui Ram. Lui ainsi que tous les hommes qui l'accompagnent sont victimes d'une illusion. Julius les sauve en invoquant des esprits. Par la suite, Ram se pointe et veut embarquer Subaru de force, mais elle n'y parvient pas et reste pour écouter ce qu'il a à dire. Il la tient au courant de la menace qui plane sur le manoir de Rosval. Et elle finit par les accompagner au village où les habitants reçoivent avec appréhension cette nouvelle d'évacuation. Félix démasque un apôtre de la sorcière parmi les marchands, mais c'est trop tard. Le culte de la sorcière entre en action et commence à attaquer les habitants. Les soldats luttent contre eux et Willem réussit à tuer l'un des apôtres. Cependant, avant de mourir, il se fait exploser ce qui le blesse fort. L'évêque s'incarne dans un autre de ses fidèles. Subaru en fait son affaire et fuit dans la forêt en l'attirant avec l'évangile qu'il avait pris. Il l'attire dans une zone hors de la barrière de protection contre les créatures en forêt. Et le piège fonctionne, et il finit par se faire dévorer sur place. Mais ça ne suffit toujours pas. Cette fois, Emilia arrive pour elle-même arrêter le culte de la sorcière. Et alors que la victoire semblait gagnée, Subaru se sent soudain pris de pulsion et s'enfuit. Julius et Félix le suivent inquiets. C'est alors que l'évêque prend cette fois possession du corps de Subaru. Sauf qu'il galère à reprendre le contrôle complet, alors il demande à Julius de le tuer avant de perdre totalement le contrôle. Le chevalier s'exécute à contre-cœur. Subaru revient à la vie à l'aube après le combat contre la baleine. Il peut donc avertir ses camarades du pouvoir de possession de l'évêque de la paresse. Quand ils sont arrivés au village, Emilia part évacuer avec un groupe d'enfants. La priorité pour Subaru est d'arrêter le traître du culte qui était dissimulé parmi eux et qui les avait trahis dans la boucle précédente. Le groupe de Ricardos et celui de Mimi ont aussi éliminé des apôtres de l'évêque. Puis Subaru part finalement à la rencontre de Betelgeuse. Il commence à se faire passer pour un aspirant au culte, et il arrive à faire cracher à Betelgeuse qu'Emilia est censée servir de réceptacle pour la sorcière. Subaru passe à l'attaque et attire Betelgeuse vers une falaise, là où Julius le rejoint pour le combat. Il invoque des esprits pour combattre avec lui. Il emploie aussi un sort qui leur permet de partager leur sens. Ainsi, Julius voit à travers le regard de Subaru les mains invisibles, et il peut désormais les trancher. Grâce à leur duo, ils parviennent enfin à venir à bout de Betelgeuse. Lorsque Subaru et Julius annulent la connexion de leur sens, Betelgeuse en profite pour pénétrer dans l'esprit du protagoniste. Mais Subaru avait prévu le coup et utilise finalement la malédiction de son pouvoir pour l'achever. Tous les deux retrouvent Félix, qui leur apprend une mauvaise nouvelle. Des pierres de feu explosives manquent à l'inventaire, et ce serait l'un des chariots qui les transporterait. Celui qui en ce moment même évacue Emilia et les enfants. Otto propose alors en échange d'une récompense de lui permettre de rattraper le chariot. Subaru fonce avec lui sans hésiter. Le conducteur est en réalité capable de percevoir la voix des animaux et il peut ainsi se frayer un chemin à travers la forêt. Mais d'un coup, Betelgeuse, dans un dernier effort, pourchasse Subaru. Il utilise alors l'esprit que Julius lui avait confié pour incendier Betelgeuse. Puis il lui lance son évangile qu'il lui avait volé pour détourner son attention et le frappe. Betelgeuse finit par lâcher prise et s'évaporer. Subaru retrouve et saute dans le chariot d'Emilia et trouve les pierres de feu cachées. Emilia, confuse, lui demande des explications. Mais il ne perd pas de temps et part en lui disant qu'il l'aime et s'éloigne le plus possible. Il atteint le cadavre de la baleine blanche et lance dedans les pierres. Puis il fuit, mais il n'a pas le temps de se mettre à l'abri et subit le choc de l'explosion. Il s'en sort vivant et Emilia vole à son secours. Quand elle lui demande la raison de son acharnement à l'aider, il lui exprime combien il l'aime. Et il compte lui faire prendre confiance en elle par rapport à sa nature de demi-elfe et la faire tomber amoureuse de lui. Emilia, émue comme jamais, fond en larmes.
Subaru repart avec le convoi victorieux, et il lui confie d'ailleurs que Rem lui a avoué son amour, mais la situation va rapidement changer d'ambiance quand Emilia lui demande qui est cette fille. De son côté, Rem rentre dans le même chariot que Crutch, quand soudain, leur groupe est attaqué par 2 personnes. Il décime plusieurs de ses soldats, et elle ne perd pas de temps avant de passer à l'attaque. Elle se fait arracher son bras et se retrouve hors combat rapidement. Les deux se présentent en tant qu'évêques du culte de la sorcière représentant l'avarice et la gourmandise. Rem les attaque en leur garantissant que tôt ou tard, Subaru, qu'elle considère comme un héros, viendra s'occuper d'eux. Du côté du protagoniste, le soir quand tout le monde se rejoint, il découvre les nombreux blessés parmi les soldats de Crutch. Mais il est choqué quand il découvre Rem inconsciente. Les mages soigneurs ne peuvent rien faire. Il met fin à ses jours instantanément pour revenir en arrière. Sauf que c'est trop tard, et il ne peut rien changer. Le soir, il veille au chevet de Rem. Puck arrive et lui explique ce qu'il s'est passé. Elle a été frappée par la gourmandise. Ce pouvoir ne vole pas seulement la mémoire, mais il efface aussi l'identité. Donc plus personne ne se souvient d'elle. Subaru est donc le seul à savoir qui elle était. Le lendemain, la réunion est tendue. Félix veut couper l'alliance car le culte de la sorcière vise clairement Emilia, et Crutch en paie les frais. Sauf que Willem refuse. Moins d'alliés, moins de chances de vengeance. Même Crutch décide de rester quand bien même elle remercie Félix de son inquiétude. Emilia rejoint Subaru dans la chambre. Étant donné que tout le monde a oublié la servante sauf lui, elle est un peu perdue. Mais elle voit ce que Rem représente pour lui et veut l'aider. Elle lui rappelle tout ce qu'il a fait pour elle et elle lui dit que cette fois c'est elle qui sera là pour lui. Quelques temps après, les villageois regagnent enfin leur maison. Et au manoir, il y a une nouvelle tête. Frederica, qui est une ancienne domestique d'ici, rappelée par Ram. D'ailleurs, parlant d'elle, il semble qu'elle ait disparu de l'endroit et selon Rosval, elle se trouverait dans un certain sanctuaire. Emilia et Subaru souhaitent donc s'y rendre grâce à Otto. Frederica leur indique le chemin tout en les prévenant de se méfier d'un certain Garfield. Dans les couloirs, Subaru croise Petra embauchée au manoir. Il lui fait totalement confiance pour veiller sur Rem et Béatrice en son absence. Le jour du départ, Frederica lui remet un pendentif sans trop lui expliquer à quoi il servira. Les deux s'en vont en carrosse et s'aventurent dans la forêt. Tout à coup, le pendentif s'illumine et Emilia s'effondre inconsciente. Subaru ne comprend pas ce qu'il se passe et se retrouve téléporté ailleurs. Une fille plutôt étrange l'observe et se met à courir en direction de ruines. Il décide de la suivre, mais d'un coup, il entend une voix inconnue et la réalité se trouble devant lui. Il bascule dans une prairie lumineuse où une femme l'attend. Elle se présente comme Echidna, sorcière de l'avarice. Elle l'invite à prendre le thé et le prévient direct qu'il est libre de repartir à tout moment, mais que discuter avec elle est un privilège rare. Elle parle des autres sorcières et surtout de celle de l'envie, qui les a toutes dévorées et s'est attiré la haine du monde entier. Subaru sent son corps entier brûlé en buvant son thé. Elle lui explique qu'il stimule son facteur de la sorcière. C'est ce facteur qui lui a permis d'entrer dans sa tombe et de la rencontrer ici à l'intérieur du sanctuaire. Il se réveille dans le couloir et entend de l'agitement dehors. Otto est à terre et un garçon l'attaque. Il arrive même à s'occuper de Patrache qui ne parvient même pas à le toucher. Il fonce sur Subaru et c'est là qu'il remarque son sourire, identique à celui de Frederica. Il lui demande s'ils sont de la même famille, et le garçon surpris à la mention de sa sœur répond qu'il est Garfield. Il se calme et reprend la route avec eux en leur expliquant qu'ils ont déjà franchi la barrière. Ce que Rosval appelle le sanctuaire est en réalité un village isolé de peuples de demi-humains. Ils sont des cobayes d'expérience enfermés ici depuis des années. Ram les attendait et elle les conduit à Rosval dans une maison couverte de bandages. Emilia s'interroge sur le sanctuaire et mentionne qu'elle ressent quelque chose d'étrange depuis qu'elle a franchi la barrière. Rosval répond qu'Echidna est morte ici, et que sa famille gère les lieux, mais personne ne peut sortir. La barrière les retient tous. Garfield précise aussi que Rosval a été refusé pour l'épreuve dont on ne sait toujours pas grand chose. Il se tourne vers Emilia et lui annonce que c'est elle qui doit la passer. Apparemment, c'est la seule façon de briser la barrière. Subaru est confus, mais rassemble alors les villageois et Emilia prend la parole leur annonçant qu'elle compte les sauver. Une vieille femme lui demande si elle veut les aider pour obtenir leur soutien politique ou pour autre chose. Mais la fille répond sans hésiter qu'elle s'est jurée de les réunir avec leur famille et qu'elle souhaite leur amitié et rien d'autre. Après ça, la nuit tombée, l'épreuve commence. Emilia se rend au temple en ruine pour tenter l'épreuve, mais la lumière qui s'émanait s'éteint totalement. Garfield révèle que normalement, le temple reste en lumière tout le long de l'épreuve. Subaru craint le pire pour Emilia et court pour la retrouver. Le temple s'illumine à nouveau et il aperçoit au fond du couloir Emilia au sol quand une voix lui dit qu'il doit affronter son passé. Il s'effondre inconscient comme elle et se retrouve ailleurs. Subaru se réveille chez lui, dans sa chambre, réveillé par son père. C'est une journée classique qui commence pour lui avec ses parents. Alors qu'il sèche les cours, il fait une balade avec son père. Dans un parc, il demande à son fils ce qui le tracasse. S'il y a une fille qu'il aime en ce moment, Subaru lui dévoile la vérité. Depuis tout petit, on le comparait à son père. En primaire, il avait des facilités à l'école, dans toutes les matières et même en sport. Mais la tendance s'est inversée avec le temps, tel point qu'il se désintéresse totalement de l'école. Il préfère faire le clown avec ses potes en classe, en enchaînant bêtise sur bêtise. Mais ses amis finissent aussi par l'abandonner, et il conclut à sa propre banalité. Après le collège, il décroche complètement du lycée en séchant tout le temps les cours. Subaru espérait que ses parents le haïssent pour son comportement, mais son père lui répond qu'il en aurait fallu bien plus que ça. Il est heureux de voir que son fils s'est relevé. Subaru confirme que c'est grâce à la fille qu'il aime qu'il s'accroche. À la maison, il s'habille de son uniforme de lycéen, prêt à revenir en cours. Sa mère l'accompagne sur le chemin pour aller à la supérette. Elle lui assure qu'elle l'a toujours soutenu et qu'elle continuera de le faire. De plus, elle lui fait comprendre que le fait qu'il fasse tout son possible à sa manière est incroyable. Il dit un dernier au revoir à sa famille avant de repartir. Je sais pas vous, mais je trouve que Subaru est un protagoniste incroyable, si ce n'est l'un de mes préférés dans les animés. J'en profite pour vous demander ça là, mais si jusque-là la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à liker. Je sors pas mal de vidéos de ce style sur la chaîne. Arrivé dans une salle de classe, il y trouve Echidna qui le félicite d'avoir terminé aussi vite la confrontation à son propre passé. Elle apprend à Subaru qu'il vient de réussir
retire la première des 3 épreuves du tombeau reconstituée à partir de ses souvenirs. Subaru la remercie car même si tout cela n'était qu'une illusion, vider son sac sur sa vie d'avant lui a fait un grand bien. Cependant, il ne compte pas poursuivre, déclarant que c'est à Emilia que revient la tâche de passer les épreuves. Subaru se réveille dans le tombeau aux côtés d'Emilia terrorisée par sa propre épreuve. Il la réveille et la ramène au village. Tandis qu'elle se repose, Subaru discute avec les autres. Otto propose une idée. S'il est sans mêler comme Emilia perd de connaissance en franchissant la barrière, il suffirait que les autres les transportent pour les faire sortir. Mais d'un coup, l'elfe que Subaru avait vu la première fois dans la forêt apparaît. Elle s'appelle Lewes et répond que les sans mêlés se font en fait aspirer leur âme s'ils quittent la barrière sans finir l'épreuve. Elle ajoute qu'elle et les autres habitants du sanctuaire ne peuvent pas passer l'épreuve, à cause d'un contrat générationnel leur permettant de résider ici. Le lendemain, Ram apprend à Subaru que tous ceux qui sont au village ne souhaitent pas rompre la barrière. Un groupe conservateur estime que le mode de vie actuel est bien mieux comme il est, et ils s'opposeront à eux. Le soir, Emilia va retenter l'épreuve. Subaru discute avec Garfield pour le sonder, notamment à propos de Frederica, mais il n'est pas spécialement en bon terme avec elle et n'en sait pas plus. Emilia a encore échoué, mais sans pour autant être disqualifiée. Rosval fait alors part de ses plans à Subaru et Ram. Il compte soutenir Emilia, mais le protagoniste lui reproche de n'avoir rien fait lors de l'attaque du culte contre elle. Il lui répond avoir parié sur lui. Rosval confirme être resté en retrait face à l'attaque, afin de laisser le mérite à Emilia d'avoir triomphé sans quoi elle n'aurait pas obtenu le soutien des villageois. Subaru est furieux au vu du risque démesuré de la démarche, mais Rosval savait qu'il avait parié sur le bon cheval en se fiant à lui, puisqu'il a même réussi à nouer une alliance avec Crutch. Tandis qu'Emilia retente l'épreuve le lendemain, Subaru s'apprête à repartir au manoir pour appeler du soutien. De retour au manoir, il le trouve complètement désert. Il s'inquiète immédiatement et se précipite à la chambre de Rem quand soudain il se fait poignarder par Elsa. Subaru revient à la vie dans le temple juste après avoir passé la première épreuve. Il est choqué de sa propre mort. Il apprend aux autres qu'il n'y a non pas une mais 3 épreuves à passer. Il se propose de prendre la place d'Emilia pour passer les épreuves, mais elle répond qu'elle doit se confronter à son propre passé et ne peut plus se reposer sur lui. Subaru va ensuite demander de l'aide à Rosval de faire rapatrier les habitants ailleurs. Il lui fait part aussi de ses soupçons quant à un piège de la part de Frederica. Rosval lui suggère d'y aller avec Ram qui pourra combattre si effectivement elle a des intentions hostiles. Ils arrivent au manoir et sont accueillis par Petra. Puis Subaru et Ram vont voir Rem dans sa chambre, inconsciente. En quittant la pièce, ils tombent sur Frederica et prennent le thé dans le salon. Et Subaru commence à l'interroger. Il demande ce qu'elle mijote quant au collier piégé qui a fait évanouir Emilia à la barrière. Ram se joint à eux et fait reconnaître à Frederica qu'elle cache quelque chose. Elle renchérit en disant qu'ils vont la conduire au village de force pour découvrir la vérité. Frederica ne s'y oppose étonnamment pas. Tout à coup, Elsa apparaît avec Petra en otage. Le combat éclate mais elle les blesse et ils doivent prendre la fuite. Ram estime qu'ils doivent évacuer maintenant, mais Subaru s'y oppose car il doit sauver Rem et Béatrice. Frederica utilise alors sa transformation et part au combat. Les autres tombent sur des créatures qui sortent de nulle part. Ram se charge d'eux en laissant Subaru et Petra avancer. Soudain, le plafond s'effondre. Subaru blessé est traîné par Ram qui le place sur Patrache. Mais sa monture se fait attaquer et il se retrouve une nouvelle fois dans le manoir. Elsa vient le trouver pour l'achever, mais Subaru persiste et souhaite protéger Rem. Quand il entre dans sa chambre, il se trouve dans la bibliothèque de Béatrice. Subaru est furieux qu'elle l'ait sauvé à ce moment-là, d'autant plus qu'elle laisse les autres mourir. Béatrice tient dans ses bras le même livre que celui des adeptes du culte de la sorcière. Elle répond qu'elle suit à la lettre les enseignements de l'ouvrage, ce qui énerve encore plus Subaru qui ne comprend rien. Elsa trouve finalement l'entrée et vient achever Subaru. Il se réveille renvoyé à nouveau dans le temple après la première épreuve. Il réveille Emilia, la raccompagne au village et on connaît la suite. Dehors, alors qu'il discute avec Otto, Garfield vient le chercher pour lui parler de quelque chose en privé. Il le guide vers une plaine où il retrouve Lewes. Elle lui révèle que Frederica a pu quitter le sanctuaire car sa part humaine est plus élevée dans son patrimoine génétique. Garfield lui confirme qu'ils n'ont pas le même père et que cette théorie est vraie. Subaru leur confie ensuite son projet de passer les épreuves à la place d'Emilia, sachant qu'il a déjà réussi la première. D'un coup, Garfield attaque et enlève Subaru. Il l'enferme dans un lieu secret. Garfield l'accuse de comploter avec le culte de la sorcière car il possède la même odeur qu'eux. Il compte le garder enfermé le temps qu'Emilia passe l'épreuve. La seule raison pour laquelle il l'épargne, c'est car il est bien vu par beaucoup de monde. Il n'a aucun moyen de s'échapper. Pourtant, c'est Otto qui va finir par le libérer. Il lui apprend que 3 jours se sont écoulés depuis son enlèvement. Malgré s'être fait menacer, il a quand même pris le risque de venir le sauver. Il lui raconte qu'Emilia est dans tous ses états après sa disparition. Subaru méfiant lui demande pourquoi il l'a sauvé. Otto lui répond qu'il n'a pas besoin de raison pour secourir un ami. Dehors, il retrouve Ram qui va les aider. Subaru demande à aller voir Rosval avant de quitter le sanctuaire. Il arrive dans la chambre du comte et lui demande si Béatrice appartient au culte de la sorcière car elle détient un évangile. Il lui répond que oui, mais que son livre n'est pas le même que celui des fanatiques. Subaru est rassuré qu'elle ne soit pas une ennemie et part avec ses 2 alliés. Mais ils sont arrêtés en forêt par Garfield qui les a retrouvés. Ram se bat contre lui et les autres en profitent pour fuir. Malheureusement, Garfield sous forme bestiale les rattrape. Les habitants ainsi que Otto se sont tous sacrifiés pour qu'ils puissent s'enfuir. Subaru est le seul rescapé de ce massacre. Il se réveille dans la même prison où Garfield l'avait emmené la première fois. Quand il en sort, les lieux sont totalement enneigés et il n'y a plus aucun signe de vie. Continuant son observation, il trouve un lapin à l'air innocent. Quand il approche pour le toucher, il se fait dévorer la main en un coup de croc. Il n'a pas le temps de réaliser ce qui lui arrive qu'il se retrouve encerclé avant de se faire dévorer vivant. Il revient à la vie dans le temple une nouvelle fois, traumatisé par la mort qu'il vient de subir. Puis il se fait de nouveau transporter dans la dimension d'Echidna. Mais quelque chose cloche. Subaru remarque qu'elle devrait être étonnée de le revoir si vite, alors que de son point de vue, sans le retour par la mort, il devrait s'être quitté il y a peu. Il conclut qu'elle a forcément conscience de sa malédiction. Subaru prend alors un énorme risque qui révèle son pouvoir à voix haute. Et pour la première fois, il le dit à quelqu'un, mais
absolument rien ne se produit. Il lui avoue qu'il est mort et revenu à la vie beaucoup trop de fois, mais sans jamais pouvoir en parler à qui que ce soit et portant seul ce fardeau. Il fond en larmes à l'idée d'avoir enfin pu le dire à quelqu'un. Echidna apprend à Subaru que son pouvoir lui vient probablement de la sorcière de l'envie, qui nourrit apparemment une mystérieuse obsession envers lui. Subaru la questionne ensuite sur ces lapins carnivores qui l'ont dévoré vivant. Echidna reconnaît à sa description le grand lapidre, l'une des 3 bêtes démoniaques relâchées par Daphné, la sorcière de la gourmandise. Tout comme la baleine blanche déjà morte et le serpent noir, le seul moyen de vaincre ces lapins serait de tous les éliminer en même temps. Echidna lui propose alors une solution risquée. Il peut lui permettre de rencontrer Daphné car son âme est retenue comme la sienne dans cette dimension. Elle le met cependant en garde qu'il ne faut pas qu'il croie son regard ni qu'il la touche. Subaru accepte et Echidna laisse sa place, mais d'un coup Typhon apparaît et qui est la sorcière de l'orgueil. Puis arrive Minerve, la sorcière de la colère, et enfin Daphné. Subaru lui pose donc des questions à propos des 3 bêtes démoniaques. Elle dit les avoir fait apparaître au départ dans l'optique que ces créatures comblent la faim dans le monde. Daphné ajoute que la lapidre vise des personnes à fort mana, et que chacun d'entre eux n'agit qu'avec une conscience commune. Echidna fait comprendre à Subaru qu'elle n'a plus aucune attente envers Emilia, qu'elle l'estime totalement incapable de réussir l'épreuve et elle autorise carrément Subaru à l'aider. Il lui demande comment il pourrait retourner dans cette dimension, car il pourrait avoir besoin de ses connaissances. Elle place alors un sort dans le mouchoir qu'il a sur lui et quand il revient dans le monde normal, il l'a toujours autour du poignet. Sauf que cette fois, il se réveille seul et Emilia n'est pas là. En sortant du temple, il se retrouve entouré de ténèbres et la sorcière de l'envie apparaît. Alors qu'elle commence à l'envelopper de ses ombres et lui dire qu'elle l'aime, Garfield vient de justesse le tirer de là. Il informe Subaru que les ténèbres de la sorcière ont avalé tout le monde au village et qu'il n'a pu sauver que lui. Elle détruit absolument tout sur son passage jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Satella l'enveloppe dans ses ténèbres. Sa voix lui résonne dans la tête. Le sort d'Echidna s'échappe du mouchoir prenant une forme tranchante avec laquelle Subaru met fin à ses jours. Avant de rendre l'âme, il voit le visage de la sorcière de l'envie en pleurs. Puis il revient à lui dans le temple une nouvelle fois. Il voit Emilia qui revient à elle tandis que lui fond en larmes. Subaru revient encore la même nuit mais cette fois la tournure des événements lui semble favorable. Il demande à Ram un service, s'occuper de Garfield qui lui fera sûrement obstacle. Puis il fonce dans la forêt et découvre le laboratoire secret d'Echidna. C'est Lewes qui vient lui expliquer qu'elle est le fruit d'une expérience de la sorcière de l'avarice, qui a autrefois mené des expériences sur la Lewes originelle. Elle espérait pouvoir y transférer sa conscience, ce qui lui aurait donné une sorte d'immortalité. Toutes les autres Lewes clonées vivent désormais en se nourrissant de mana sans autre besoin vital. Grâce à sa rencontre avec Echidna et ayant bu son thé, Subaru est capable de commander les clones. Il demande à Lewes de retourner à son poste d'observation pour le moment. Le lendemain, Subaru laisse une lettre à Emilia et repart pour le manoir. Une fois au manoir, il demande à Frederica et à Petra de se mettre à l'abri le temps qu'il fasse des vérifications. Il va ensuite rejoindre Béatrice et lui arrache son évangile des mains, seulement pour découvrir que les pages sont vides. Béatrice sent le dépit monter en elle et lui avoue que cela fait bien des années que son livre ne lui indique plus rien. Elle est un esprit d'Echidna invoqué il y a 4 siècles pour qu'elle protège la bibliothèque du savoir. Apparemment, elle est censée attendre la venue d'un certain héros, mais les années qui passent sans résultat l'ont profondément déprimée. Elle a compris que si plus aucune prédiction n'apparaît dans son livre, c'est parce qu'elle n'a plus d'avenir. Elle désire mourir pour être enfin libérée de son contrat. C'est alors que se pointe Elsa qui a ouvert toutes les portes du manoir pour trouver Béatrice. Elle leur apprend qu'une collègue à elle se charge d'éliminer tout le monde au village. Subaru et Béatrice lui échappent grâce à un sort fumigène, et ils sont arrêtés dehors par l'autre tueuse qui se trouve être la maîtresse des bêtes nommée Meili. Elle se faisait passer depuis le début pour une fillette du village. Elle annonce avoir rempli son contrat en tuant Frederica et Petra. Béatrice tente de leur tenir tête, mais elle ne peut rien faire. Elle se fait poignarder et avec ses dernières forces, elle téléporte Subaru au sanctuaire. Il rejoint Emilia qui l'accueille en lui faisant savoir combien elle s'est sentie abandonnée, mais que malgré tout, elle le désire toujours autant. Impossible de savoir pourquoi, mais elle est devenue complètement folle. En sortant, il croise Garfield et les deux garçons se rendent ensemble dans la chambre de Rosval avec Ram à son chevet. Subaru l'accuse de faire tomber la neige sur le sanctuaire, ce qu'il ne nie pas du tout. Garfield, en découvrant la vérité, s'oppose à Rosval. Ram s'interpose, mais Rosval pète totalement un câble. Il les tue tous les deux et ainsi il accepte d'avoir une discussion avec Subaru car elle ne voulait pas de présence gênante. La réaction de Subaru est évidemment un choc, mais Rosval s'attendait à plus de sa part. Il lui apprend qu'il détient aussi un évangile dont il suit les commandements. Il a effectivement fait tomber la neige pour isoler Emilia et lui faire porter le chapeau auprès des villageois. À en juger par sa réaction, il pense que Subaru est capable de remonter dans le temps d'une manière ou d'une autre, et ça serait la raison pour laquelle quelqu'un d'aussi faible que lui a survécu jusque-là et même battu le culte. Il commence à le rouer de coups sans le tuer pour voir s'il va utiliser son pouvoir. Il voit ensuite le grand lapide rapprocher de la maison. Conscient qu'il survivra d'une manière ou d'une autre, il se laisse dévorer par les lapins qui finiront par se diriger vers Subaru. Blessé à mort, il rejoint Emilia au temple. Elle lui propose de se reposer sur ses genoux. Il se pose tandis que son corps est lacéré de partout. Il ne tiendra pas longtemps avant de mourir ainsi. Il réapparaît une nouvelle fois au temple et ressort encore une fois avec Emilia. Mais il décide cette fois de ne pas partir au manoir tout de suite pour ne pas la laisser seule. Il retourne au temple pour y passer la deuxième épreuve. On lui montre alors différentes visions de ce qu'aurait pu être le présent après sa mort. Il y voit notamment Reinhardt affrontant Puck, ses proches qui le blâment après ses morts à chaque boucle le traitant de lâche. C'est alors qu'Echidna le téléporte dans sa dimension. Elle le sauve de la deuxième épreuve qui était en train d'avoir raison de lui. Et d'un coup elle lui propose de passer un contrat avec elle, grâce auquel elle lui promet de l'aider dans sa quête à tout moment, en lui faisant profiter de ses connaissances à l'infini. Minerve fait soudain irruption, énervé que Subaru ne cherche même pas à connaître les contreparties d'un tel contrat. Echidna les empêchait d'apparaître pour garder Subaru pour elle. Toutes les sorcières apparaissent et Echidna énonce alors ses conditions pour le contrat. Subaru devra partager avec elle tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent
innocent, ce qui constitue un puissant fond d'expérience à observer pour Echidna. Il lui demande avant ça pourquoi elle a lié Béatrice à un contrat la bloquant pendant 4 siècles. Echidna voulait simplement l'observer. Elle n'a pas donné à Béatrice le nom de l'élu qu'elle devait attendre, curieuse de voir qui elle finirait par choisir. Sa réponse décide alors Subaru à refuser son contrat. Mais alors que la discussion prend fin, arrive la sorcière de l'envie. Subaru rejette Satella qui lui répète pourtant son amour pour lui. Quand elle tente de l'approcher, il la rejette encore et tente de mettre fin à ses jours. Minerve s'offusque qu'il en vienne à une telle extrémité et refuse qu'on meure devant elle. Après l'intervention de toutes les sorcières, Subaru finit par accepter l'idée que sa vie est une autre valeur que celle du sacrifice. Il se relève et Echidna lui réitère sa proposition, mais il la refuse de nouveau. Elle est déçue mais lui donne tout de même une info importante. Garfield est terrorisé par le monde extérieur et il devra trouver comment le libérer de cette crainte s'il veut avancer. Subaru finit par remercier chacune des sorcières qui l'ont tous aidé à leur manière. Il est renvoyé dans le temple et s'éveille aux côtés de Patrache qui l'a tiré de là. Il tente donc de rentrer dans le temple à nouveau, mais l'accès lui est désormais impossible. Qu'il est possible qu'il ait échoué à la deuxième épreuve et qu'il ne puisse plus retenter. Subaru va demander à Rosval s'il existe un moyen de quitter le sanctuaire sans passer par les épreuves, en avançant qu'il ne peut plus voir Emilia souffrir. Rosval réplique qu'il devrait se présenter à sa place si son amour pour elle est sincère. L'hésitation du garçon lui fait penser qu'il manque de détermination. Rosval lui révèle qu'il veut le plonger dans le désespoir afin de l'endurcir. Il avoue que c'est lui qui a ordonné l'attaque d'Elsa contre le manoir afin de forcer Subaru à tirer une croix sur quiconque et se dédier entièrement à Emilia. Rosval n'estime que pour Subaru et Ram, et dans ce monde, il est le seul à pouvoir réaliser son rêve. Subaru, dans la confusion la plus totale, refuse de céder à une telle folie et s'enfuit en courant. Otto vient alors le voir pour le calmer en lui promettant qu'en tant qu'ami, il compte bien l'aider. Après sa conversation avec lui, il retourne voir Rosval et parie avec lui qu'il réussira cette fois à déjouer ses plans. Si tel est le cas, Rosval devra arrêter de ne se fier qu'à son livre et croire au projet de Subaru pour soutenir au mieux Emilia quand elle deviendra reine. Il est surpris, mais Rosval accepte son pari. Subaru va ensuite voir Emilia et lui demande de partager avec lui ce qu'elle a vu durant les épreuves pour lui alléger son fardeau. Elle lui raconte alors qu'elle est restée enfermée dans la glace quand elle était petite autour de ses 7 ans, jusqu'à ce que Puck la trouve et l'en sorte. Ses souvenirs d'avant restent flous. Sa famille n'était pas dans la forêt, mais elle a le souvenir de quelqu'un qui veillait sur elle. Elle a depuis lors participé à la sélection pour devenir reine car Rosval lui a promis qu'elle obtiendrait un moyen de libérer ses proches encore prisonniers de la glace. Puck est en sa compagnie seulement pour lui annoncer qu'il rompt son contrat avec elle et la quitte. De plus, son départ déverrouille ses souvenirs. Son pendentif se brise et Emilia revoit une vision d'enfance. Une femme lui demande pardon pour un mensonge dit dans le but de la protéger. Emilia, déçue de Subaru qui lui avait promis de rester à son chevet, s'en va en courant. Le lendemain, tout le monde la perd de vue. Mais Subaru la retrouve au temple de l'épreuve pour lui parler car il savait qu'elle se réfugierait ici. Otto doit absolument lui faire gagner du temps et vole à Garfield sa pierre et le piège. Il le fait tourner en rond grâce à ses équipements mais aussi son don particulier. Depuis tout petit, il est capable d'entendre la voix des animaux grâce à sa bénédiction. Mais ça ne suffit pas et Garfield finit par le rattraper. C'est alors que Ram arrive en renfort, ce qui énerve encore plus Garfield à l'idée qu'ils aident tant Subaru. De son côté justement, Emilia lui demande pourquoi il ne s'énerve pas qu'elle ait disparu aussi égoïstement et inquiété tout le monde, comme s'il n'attendait rien d'elle. Elle lui reproche aussi d'avoir rompu sa promesse. Subaru lui assure toutefois qu'il l'aime, même s'il l'a vu échouer encore et encore à l'épreuve du temple. Il la couvre de compliments sur tout ce qu'il aime chez elle et il accepte tout autant ses défauts. Mais elle lui reproche à nouveau de n'avoir pas tenu sa promesse de rester avec elle jusqu'au matin. Maintenant, avec le départ de Puck, ses souvenirs lui reviennent en mémoire et elle se sent coupable de tout ce qu'elle a refoulé dans sa mémoire. Subaru lui assure que malgré ses regrets, ses sentiments pour elle ne changeront jamais. Pour la première fois, il l'embrasse carrément et lui renouvelle tout son soutien. Quand lui et Emilia ressortent, Garfield les attend bien amochés et compte toujours empêcher Subaru et Emilia de passer les autres épreuves. Il pense toujours qu'ouvrir le sanctuaire n'apportera que des problèmes. Garfield nous apprend alors que sa mère est morte dans un glissement de terrain ayant emporté son chariot juste après être sorti de ce lieu. Il voulait qu'elle trouve le bonheur, pour que le fait qu'elle les ait abandonnés lui et Frederica ait un sens, ce qui n'a pas été le cas. Prend sa forme bestiale, mais le protagoniste se sert de la pierre que Frederica lui a confiée pour annuler la transformation. Garfield en vient au point, mais pas de chance pour lui. Il se fait envoyer à terre grâce à son pouvoir récemment débloqué qui n'est autre que les mains invisibles héritées de Betelgeuse. Plus tard, il se réveille et prêt à en découdre de nouveau, mais Ram intervient et lui fait comprendre qu'il doit arrêter de se comporter en peureux. Il doit accepter de retenter à nouveau l'épreuve du temple et elle lui assure qu'elle le consolera si jamais il revient en larmes. Garfield se résigne et entre dans le temple. Il se confronte à nouveau à son passé et voit sa mère leur dire au revoir à lui encore bébé et sa sœur Frederica qu'elle laisse aller West. Elle ajoute qu'elle reviendra avec leur père, ce qui choque Garfield. L'image de Frederica petite lui fait comprendre qu'il s'est trompé sur le compte de sa mère en se voilant la face, ne cherchant pas à connaître la vérité, alors qu'elle les a toujours aimés. Il ressort du temple ayant réussi cette épreuve. Il reconnaît même que c'est grâce à Subaru et l'en remercie, prêt à le soutenir pour la suite. Mais il rappelle que c'est à Emilia de passer la suite des épreuves. Et elle retourne donc dans le temple et voit les nombreux messages de soutien que Subaru a dessinés à la craie pour elle. Elle accède ensuite au monde où se trouve Echidna. La sorcière s'agace de sa présence en la traitant d'égoïste qui ne cesse de manipuler et pleurnicher les autres pour obtenir leur faveur. En sa compagnie, Emilia commence l'exploration de ses souvenirs d'enfance. Elle vit dans un village d'elfes sous la tutelle de sa tante Fortuna qu'elle appelait maman. Cette dernière lui ordonnait de rester à la maison pendant qu'elle allait régler ses affaires. Mais une fée lui montra un passage pour filer en cachette de la maison et aller se balader en forêt. C'est ainsi qu'elle assista plusieurs fois au passage de l'évêque Gus Romane Conti et de ses fidèles. Et oui, si vous vous posez la question, il s'agit bien du même Betelgeuse qu'on connaît aujourd'hui. Il livre donc aux elfes des vêtements et des livres. Gus se sent rempli de remords et se soucie beaucoup d'Emilia. Bien
qu'il n'ait pas le droit de la rencontrer. Emilia qui se balade croise Gus qui fond en larmes quand il la voit. Fortuna les rejoignit ensuite et fait la morale à Emilia pour sa virer à l'extérieur sans autorisation. Dans la conversation, Gus évoque que les parents d'Emilia ne sont plus parmi eux, ce que Fortuna avait caché à la petite. Emilia ne comprend pas réellement, mais sa tante lui promet de lui en parler plus tard. C'est alors qu'arrive un évêque du culte de la sorcière de l'avarice nommé Regulus Corneas. Sa présence ne présage rien de bon. Et juste après, Pandora, la sorcière de la vanité, se présente. Il est venu pour récupérer le sceau et la clé afin d'accomplir l'objectif du culte. Fortuna l'attaque pour venger son frère et sa belle-sœur, mais ses sorts de glace ne suffisent pas à la tuer. Gus demande à Fortuna d'emporter la fille avec elle pour se mettre à l'abri tandis que lui les retiendrait. Il prend un énorme risque et absorbe le facteur de la paresse pour obtenir le pouvoir de les affronter. Fortuna donne Emilia à l'un des villageois elfes et promet de revenir pour elle. Il emporte la petite mais se fait attaquer par le serpent noir, l'une des 3 bêtes qui le blesse à la jambe et le contamina. Dans un dernier effort, il ordonna à Emilia de continuer à courir avant de se faire consumer entièrement. Fortuna retournait des Gus, que Regulus avait sérieusement blessé. D'ailleurs, il se dispute violemment avec Pandora. Par colère, la sorcière décide de le téléporter ailleurs pour gérer la situation elle seule. Emilia, désespérée, se dit que céder le sceau à cette femme sauverait peut-être Fortuna et Gus. Les esprits la guidèrent à celui-ci, mais elle arrive face à la sorcière. Pandora demande à Emilia de lui remettre la clé, et lui promet en échange de quitter la forêt sans tuer personne d'autre. Elle lui assure également que Fortuna et Gus sont encore en vie. Emilia se rend compte qu'elle pouvait elle-même matérialiser la clé à partir de ses pensées. Elle seule pouvait l'avoir, mais elle refuse d'ouvrir le sceau, préférant respecter sa promesse faite à Fortuna. Et parlant d'elle, elle les rejoint pour sauver la fillette avec Gus. La sorcière est trop puissante. Gus transperce Fortuna, manipulé par Pandora qui lui a fait prendre son apparence. Il s'effondre traumatisé par son acte. Emilia entre en colère et déchaîne son pouvoir lié à la glace pour tuer Pandora. Pourtant, elle ne prend aucun dégât. Emilia ne s'arrête pas pour autant, si bien que sa magie déclenche une tempête de neige dans toute la forêt. Mais dans le feu de l'action, elle s'est enfermée elle-même dans la glace. Pandora décide de lui sceller ses souvenirs et elle reviendra le jour où son mana sera épuisé pour récupérer la clé. Suite à ça, elle s'en va avec Gus, qui a totalement perdu la tête. Emilia regrette de ne jamais avoir pu à l'époque arrêter Pandora, mais elle reste heureuse de lui avoir tenu tête et avoir respecté la promesse de sa tante qu'elle considérait comme sa mère. Echidna consiste qu'Emilia s'est émancipée de son passé. Elle déclare l'épreuve réussie, mais l'informe que 2 autres suivront. De son côté, Subaru ressort d'une discussion avec Lewes, qui lui a appris énormément sur la véritable raison d'être du sanctuaire, mais aussi sur le passé de Rosval concernant Echidna. Elle devait s'occuper de ce qu'il prenait pour une maladie causée par un trop plein de mana. Echidna lui absorbe en l'embrassant et par la suite, il passe beaucoup de temps avec elle. Il vivait aussi avec Lewes et Béatrice. Un jour, Rosval ressent l'approche d'une menace très forte et incite Echidna à fuir, mais elle lui répond que finaliser le sanctuaire composé de 100 mêlées et la barrière de protection serait la solution. Il lui manquait seulement le noyau pour faire fonctionner la barrière. Lewes avait entendu de Béatrice qu'elle pourrait remplir ce rôle. Rosval pendant ce temps se charge de s'occuper de cette menace qui n'est autre que Hector, le sorcier de la mélancolie. Echidna lui vient en aide à l'article de la mort, mais en combat il a l'air intouchable et la barrière de protection semble être le seul moyen de se défendre. Béatrice conduit Lewes au bâtiment où se trouve le noyau de la barrière, mais elle ignorait totalement que Lewes comptait se sacrifier pour alimenter le système. Elle tente de l'en dissuader, mais elle répond qu'elle le fait volontiers pour remercier Echidna de l'avoir sauvée et de la vie heureuse qu'elle a eue. Subaru veut rallier Rosval à sa cause et lui demande de rappeler les assassins qu'il a envoyés au manoir. Il ne semble pas vouloir coopérer. Emilia ressort du temple, accueillie par Ram. Elle va devoir se préparer pour les épreuves suivantes. La servante retrouve Rosval qui s'est rendu au laboratoire où se trouve Lewes. Elle compte bien arrêter son maître et lui enlever son obsession pour Echidna. Ram se sert du cristal pour faire venir Puck en renfort. Du côté du manoir, Elsa lance l'assaut. Petra part chercher Rem, mais elle croise l'assassin. Frederica la sauve alors de justesse et lui ordonne de fuir. Petra court chercher Béatrice qui pourrait aider au combat, mais elle se sent perdue car impossible de la trouver. C'est alors qu'arrive Subaru en compagnie de Garfield. Il vient en aide à sa sœur qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Subaru trouve la salle où se cache Béatrice et compte bien la faire quitter le manoir. Elle s'entête à vouloir rester en se disant que le livre de la sagesse de Rosval a sûrement prévu sa mort ici. De plus, elle refuse de partir et de briser son contrat avec Echidna, mais Subaru veut la pousser à prendre son destin en main. Béatrice pense à changer et demande à Subaru s'il accepterait d'être l'élu qu'elle attend. Sauf que pour lui, ce rôle est stupide, ce qui énerve Béatrice qui l'éjecte de la bibliothèque. Il se fait rejoindre par Otto et Petra qui l'avertissent de la présence de monstres autour des lieux. Ils se font tous rapidement confrontés par Meili sur l'une de ces bêtes démoniaques. Frederica confie Rem à Subaru et le somme de partir avec les autres car elle va se charger de la dompteuse. Pendant ce temps, Emilia effectue sa deuxième épreuve qui est de se confronter à un présent qui aurait pu être. Elle y voit Fortuna et Gus aller pique-niquer avec elle plus jeune. Elle observe de loin cet instant de bonheur où Fortuna et Gus ressemblent à un couple. C'est assez compliqué à regarder, mais Emilia remercie Echidna de lui avoir montré cette vision. Cette deuxième épreuve est un succès et elle est accueillie à l'extérieur du temple par tous les villageois. Même s'ils restent perplexes quant à la levée de la barrière, ils veulent désormais la soutenir. Déterminée par leur confiance, elle retourne dans le temple pour la troisième épreuve qui est d'affronter le potentiel futur. Une multitude de possibilités se dresse devant elle. D'un coup, elle se retrouve téléportée dans la plaine où Echidna demeure habituellement. Cependant, c'est Minerve qui l'accueille, lui faisant savoir que Echidna refuse
de la rencontrer. Elle lui demande comment elle fait pour rester si sereine malgré les visions qu'elle vient d'avoir. Mais Emilia répond que ce ne sont que des possibilités. Il se peut que les choses se passent autrement. De plus, ayant de nombreux soutiens, elle ne laisse pas de place au désespoir. Minerve reconnaît que sur ce point, Emilia ne ressemble pas à sa mère. Emilia, étonnée, lui demande de lui parler d'elle, mais la sorcière de la colère ne peut pas en dire plus. L'épreuve se termine et elle reprend ses esprits dans le temple. Une nouvelle pièce s'ouvre où repose le corps d'une femme qui semble être Echidna. Emilia découvre le sort de la barrière alimentée par ce corps reposant sur un socle. Elle le brise et quitte le temple. Sauf qu'en partant des lieux, elle découvre une immense tempête de neige. Le combat se poursuit entre les frères et sœurs contre les deux assassins. Une multitude de créatures déferle vers eux, dont Frederica se charge. Garfield, après avoir fracassé Elsa, prend sa forme bestiale pour vaincre le cochon géant de Meili et le décapite. Puis il reprend le combat contre Elsa qui se relève toujours. Il réalise qu'elle est en fait une vampire et qu'il est possible de la tuer malgré sa régénération. Pendant ce moment d'inattention, Garfield plaque Elsa au sol et se met à la mordre. Elsa en fait de même pour lui. Puis Garfield soulève le cadavre du cochon géant et le jette vers Elsa qui se laisse écraser. De leur côté, Ram et Puck se battent contre Rosval. Il se demande pourquoi elle ne saisit pas toutes les opportunités, s'offrant à elle pour le vaincre. Mais elle lui répond alors qu'il ne comprend rien puisqu'elle l'aime et souhaite le raisonner plutôt que de le vaincre. Puck envoie des blocs de glace sur lui qu'il contre avec sa magie de feu en créant autour de lui un cercle de flammes. Ram le prend par surprise et surgit pour lui voler son évangile. Rosval revoit le jour de sa rencontre avec Echidna défiler devant ses yeux tandis que Ram jette le livre dans le feu. Quand le combat prend fin, de la neige va commencer à tomber. Emilia tombe sur un arbre de glace d'où provient le mana générant la tempête. Il se brise en morceaux, la guidant vers le laboratoire où se trouve une multitude de Lewes. Elle compte détruire le noyau contenant la Lewes originelle pour en finir avec la barrière. Les autres Lewes conduisent Emilia à Rosval et le trouvent complètement épuisé. Elle le secoue pour qu'il n'abandonne pas et lui dit avoir elle-même fait face à un passé douloureux, ce qui la renforce encore plus à ne laisser tomber personne. Mais pas le temps de trop parler car le grand lapidre se montre et les lapins les encerclent. Emilia confie aux Lewes la protection de Rosval et de Ram tandis qu'elle combattra. De son côté, Béatrice se rappelle de son dernier échange avec Echidna, qui lui avait confié la garde de la bibliothèque contenant tout son savoir. Elle lui précise que si elle ne revenait pas, elle devrait attendre l'apparition d'un élu. À travers les années, Béatrice a dû rencontrer les héritiers de la famille de Rosval, mais elle refusa toujours de sortir de la bibliothèque. Quand elle rencontre Subaru, elle a soupçonné qu'il puisse être l'élu, mais sans plus. Tandis que le manoir continue de brûler, il s'acharne à vouloir la faire sortir. Il veut vivre avec elle en tant qu'amie et non élu. Béatrice le réexpulse cette fois en dehors du manoir. Subaru craint que la bibliothèque disparaisse à jamais avec les cendres. Il se rend donc une dernière fois à l'intérieur et trouve la pièce. Les livres commencent également à cramer et Subaru n'a plus beaucoup de temps. Il lui fait savoir qu'il comprend qu'elle est autant misée sur un élu après avoir autant vécu de la solitude. Béatrice rétorque que ça ne sert à rien car de toute façon il mourra avant elle et elle se retrouvera de nouveau seule un jour. Subaru comprend, et au moins ils pourront passer encore du temps ensemble. Il compte bien suffisamment marquer sa mémoire pour qu'elle se souvienne des moments heureux même des siècles après. Elle finit par céder et sort du manoir avec lui. Emilia a regroupé les habitants du sanctuaire à l'entrée du temple et repousse les assauts du grand lapidre. Béatrice se téléporte au sanctuaire avec Subaru pour lui venir en aide. Il porte Béatrice qui incante un sort plus puissant et attire les lapidres à lui. Avec l'aide d'Emilia, ils parviennent à les piéger dans une zone et Béatrice déclenche un sort qui les envoie vers une dimension où ils seront piégés éternellement. Une fois le calme revenu, Béatrice et Rosval se recueillent sur la tombe d'Echidna. Quand il sort, tous se réunissent ensuite autour de lui, le blâmant pour ses actes. Ils lui font jurer qu'il ne nuira plus à personne à partir de maintenant, et il donne sa parole. Suite à ça, un grand banquet est organisé. Rosval s'arrange pour y organiser une cérémonie d'adoubement de Subaru en tant que chevalier d'Emilia. Il discute seul à seul avec lui et lui fait savoir que malgré son serment, il n'abandonne pas son but de revoir Echidna dans un corps vivant. Il voit désormais en lui et ses actions l'espoir que sa volonté soit exaucée. Emilia s'occupe du couronnement de Subaru, puis les festivités commencent. Dans la soirée, les deux discutent sur la terrasse. Peu importe les aventures qui les attendent par la suite, ils jurent de toujours la soutenir et de faire d'elle la reine. Un an après ces événements, on retrouve Subaru et Béatrice qui s'entraînent ensemble au combat. Ils sont interrompus par Petra, qui leur fait savoir qu'Emilia souhaite les voir. Sur le chemin du manoir, Subaru fait une rencontre improbable. Mimi et Tivei, deux membres du camp d'Anastasia qui se sont rendus ici en carrosse. Et quand ils rentrent à l'intérieur, ils retrouvent Emilia en présence d'un type qui ressemble vachement à Julius. On apprend qu'il est le messager de Anastasia, Joshua Ruculius, ce qui veut dire que c'est son frère. Il vient ici pour transmettre une invitation à Emilia pour se rendre à Prestilla afin de prendre part à une fête. Aussi car apparemment Anastasia aurait trouvé l'objet qu'elle recherchait. Un marchand dans cette ville serait en possession de cristaux magiques. Le soir de cette discussion, Subaru est un peu méfiant. Il a bien compris qu'Emilia était réticente à l'idée de s'aventurer dans tout ça, et l'idée d'être redevable envers une adversaire ne l'enchante pas vraiment. Les deux parlent à Rosval du potentiel voyage à la cité de Prestilla et lui demandent s'il pourrait venir. Malheureusement, étant donné qu'il a des affaires à l'ouest, ça risque de ne pas être possible. Mais il n'a pas de souci à se faire, car il sait qu'avec Subaru, Otto et Garfield, elle sera entre de bonnes mains. La veille du départ, il se rend dans la chambre de Rem, toujours endormi, et il lui raconte les événements de la journée et lui exprime à quel point il aimerait la remettre sur pied. Sur le chemin en carrosse le lendemain, Otto explique la situation actuelle de la succession au trône. Emilia, qui était de base vue comme une moins que rien, a augmenté sa cote de popularité grâce aux événements de la baleine et du culte de la sorcière. Crutch ces derniers temps a un peu de difficultés. Anastasia reste stable, Felt a réussi à attirer la sympathie autour d'elle, et Priscilla a beaucoup gagné en popularité récemment. En gros, le trône pourrait bien revenir à n'importe qui. Bref, nos héros arrivent enfin sur place. La ville est super belle et remplie de fleuves car en réalité elle a été construite sur un lac. Ils arrivent
devant une structure plutôt similaire à celle qu'on retrouve au Japon. Anastasia les salue avant de les laisser rentrer. Subaru rencontre Julius après un long moment d'absence. Les deux se supportent toujours pas trop, mais au moins le chevalier a l'air de beaucoup plus respecter le garçon depuis tous les combats qu'il a menés. Bref, après avoir discuté, ils visitent la ville en bateau et apprennent un peu plus sur les environs. Mais Subaru a le mal de mer facile, alors il descend rapidement avec Béatrice. Le truc c'est qu'en chemin, ils ont perdu Emilia. En marchant dans les rues de Priscilla, ils rencontrent une musicienne en plein spectacle. Subaru ne peut pas s'empêcher de la rejoindre et chanter avec elle. Elle se nomme Liliana. Apparemment, elle est très réputée dans le coin. Lors d'une discussion à propos du culte de la sorcière, elle réalise qu'elle connaît Subaru de nom, même si lui ne s'attendait pas à avoir une réputation. Pourtant, il est reconnu comme celui qui a vaincu la paresse, la baleine blanche et même le grand lapidre. Plus tard, nos héros se réunissent avec Emilia et les autres. Marchant dans la rue, ils rencontrent un type assez bizarre aux cheveux blancs. Il prétend être charmé par Emilia, mais Subaru s'interpose rapidement par jalousie. Après l'interaction, ils se séparent, mais elle a vraiment l'impression de l'avoir vu quelque part. Garfield entend de l'agitation du côté de l'auberge, et quand ils s'y rendent tous, il découvre un visage familier. Rachins, qui faisait partie du gang de brigands au tout début de l'arrivée de Subaru dans ce monde. D'un coup, la présence de Reinhardt se fait ressentir. Garfield le perçoit comme une menace et lui saute dessus. Sauf que bon, ça sert pas à grand chose contre le chevalier le plus fort du monde. Bref, il nous apprend que cet ancien voleur est maintenant au service de Felt et qu'il apprend toujours à ses côtés. Plus tard, ils rentrent ensemble à l'intérieur, car Reinhardt voulait avoir le récit de Subaru sur l'attaque de la baleine. En allant dans une des salles, il rencontre Crutch accompagné de Félix et Willem. Et vu que ce dernier est le grand-père de Reinhardt, les deux se saluent, mais sans plus, comme s'il y avait un front entre eux. Anastasia arrive avec Julius et invite tout le monde à s'asseoir. Elle ne tourne pas autour du pot et avoue qu'elle possède des informations sur l'évêque de la gourmandise. Subaru est choqué de la nouvelle car il pourrait bien trouver un moyen de réveiller Rem, mais elle ne leur donne pas pour le moment. De son côté, Garfield avoue au protagoniste qu'il ne se sent pas vraiment puissant. Il souhaite devenir plus fort après s'être confronté à Reinhardt, ce qui l'a vraiment motivé. Plus tard, il a même une vision d'Elsa qui lui répète à quel point il est faible et chanceux d'avoir remporté le combat contre elle. Peu après ça, Mimi le retrouve et ensemble ils regardent le paysage sur le pont. Elle remarque que quelque chose le tracasse, mais ne le pousse pas à parler pour autant. Leur attention est portée ailleurs quand ils découvrent des enfants en danger sur une barque dans l'eau. Garfield les sauve sans souci et les ramène sur la terre ferme. Il s'occupe même plus tard de ramener un des enfants à sa mère. Sauf que quand il la retrouve, il ne s'attendait pas à voir cette personne-là en particulier. Ça ne fait aucun doute. La femme en face de lui est comme dans ses souvenirs. Il s'agit bel et bien de sa mère. Du côté de Subaru, lors d'un soir, il discute avec Willem. Il apprend que le vieux était autrefois obsédé par l'épée et qu'il voulait constamment devenir plus fort. Et un jour, il a rencontré une fille maître épéiste qui est ensuite devenue sa femme. Il avoue même qu'elle n'aimait pas vraiment se battre et qu'elle avait pour passion les fleurs. Et il vient même à la comparer à Subaru quand il dit que les héros n'ont pas toujours l'attitude d'un héros. En bref, il respecte notre protagoniste, parce qu'il est peut-être bon à rien, mais très courageux. Suite à ça, il avoue être en mauvais terme avec Reinhardt, par sa propre faute. Il a fait une erreur bête et voudrait faire le premier pas pour se racheter. Subaru n'a aucun doute que son petit-fils est quelqu'un de bien, et qu'il a probablement lui aussi envie de lui reparler. Le matin arrive et tout le monde se retrouve pour déjeuner ensemble en cuisant des omelettes japonaises. Subaru qui est natif s'en sort plutôt bien, mais on peut pas dire la même chose des autres. Willem profite de son niveau pas ouf en cuisine pour demander des conseils à Reinhardt et se rapprocher de lui, ce qu'il accepte sans souci. Et quand tout se passait bien, un homme qui sent l'alcool se pointe dans la pièce. Il s'agit du fils de Willem et père de Reinhardt, Henkel. L'homme se montre plutôt agressif envers Subaru et le confronte, mais Julius intervient pour calmer la situation. Willem s'interpose et tente à son tour de faire taire Henkel, mais en vain. Il remue le couteau dans la plaie entre son petit-fils et lui, rappelant l'origine de leur conflit. Tout le monde lui dit de partir, mais à ce moment-là, Priscilla entre en scène avec Aldebaran. Elle est venue pour semer son chaos et ça a bien marché, puisque Subaru est tombé dans le ragebait. Henkel se vante d'être dans son camp et continue de descendre son propre fils. Mais Priscilla en a assez et le met KO par pur agacement. Plus tard, Subaru s'énerve de ne pas l'avoir remis à sa place, mais Julius le retrouve plus tard en privé pour lui faire savoir que ses actions étaient justes et qu'il le remercie pour son intervention. Le lendemain, notre protagoniste se promène avec Emilia et Béatrice dehors. Il entend le son d'une guitare et retrouve Liliana qui joue en compagnie de Priscilla qui danse à ses côtés. Même elle est fan de la musicienne, et elle avoue s'être fait entraîner dans la chanson. Elle lui propose carrément de devenir sa propre barde, mais la fillette refuse et avoue qu'elle préfère rester libre de jouer quand et où elle le souhaite. Subaru va plus tard faire des courses, et sur le chemin, il bouscule Rachins par accident. Les deux parlent et d'un coup, le clocher retentit avant qu'une femme ne prenne la parole. Elle ne perd pas de temps et se présente. Sirius Roman et Conti, et elle est du culte de la sorcière représentant la colère. Tout le monde est choqué et prend ça pour une blague. Sirius souhaite vérifier leur amour, et ramène avec sa chaîne un garçon effrayé. Bizarrement, les gens le traitent de lâche, et personne ne semble choqué. Même Subaru rigole à cette situation. Il continue de raconter sa réflexion sur l'amour, et le public devient de plus en plus extasique. Ils pleurent tous et finissent même par l'applaudir. Elle déclare qu'à présent, leur amour est tellement fort que tous les gens ici sont réunis et ne font plus qu'un. Sirius jette l'enfant du haut du bâtiment et il s'écrase contre le sol. Au moment où cela arrive, tout le monde décède immédiatement avec leur tête explosée. Subaru revient à la vie au moment de sa discussion avec Liliana, choqué après plus d'un an sans avoir utilisé le retour par la mort. Il a la nausée quand il réalise tout ce qu'il s'est passé et découvre qu'il n'a que peu de temps pour agir. Il ne peut pas en parler à Emilia car elle est ciblée par le culte et si elle l'accompagne, elle risque très gros. Subaru demande alors à Béatrice de la protéger et part en direction du clocher. Il rentre à l'intérieur et découvre l'enfant de la boucle précédente en train de s'enchaîner lui-même. Mais en le voyant paniquer, il panique à son tour de manière incontrôlable et se met à vomir comme lui. Sirius apparaît alors derrière lui. Elle l'étrangle avec sa chaîne et le jette dans le vide,
lui déchirant les doigts. Il souffre atrocement. Elle lui récite tout un discours sur l'amour et la gentillesse qui l'a poussé à sauver l'enfant. Plus aucun doute, elle fait bien partie du culte. C'est autant une tarée que Betelgeuse. Il ressuscite une nouvelle fois en face de Liliana. Il comprend qu'y retourner seul ne servira à rien. Il décide donc d'appeler quelqu'un qui pourrait facilement l'abattre, comme Reinhardt. Subaru trouve Rashins et lui ordonne d'appeler le chevalier. Comprenant qu'il a souvent de bonnes intuitions, il décide de s'exécuter sans chercher de raison. Mais trop tard, Sirius est déjà de retour et elle appelle tout le monde. Il comprend que son autorité étrange s'active quand on la regarde, mais trop tard. Il est déjà sous l'emprise de son sort avec les autres, mais le maître épéiste est déjà sur place et rend leur état de base à Subaru et Rashins. Il enchaîne directement sur un combat contre l'évêque et parvient à la contrôler sans le moindre souci. Subaru arrive à sauver le garçon retenu dans la tour et s'enfuit avec, mais une scène étrange se déroule en bas. Sirius est à terre, impuissante face à Reinhardt et tout le monde autour semble pris dans son sort. Il s'avance vers elle prêt à l'achever, mais Subaru sent que quelque chose cloche. Au moment où il lui porte le coup de grâce, tout le monde reçoit la même blessure et meurt dans la seconde. Subaru réapparaît en face de Liliana pour la troisième fois, ne sachant plus quoi tenter. Il agit normalement, mais fait discrètement comprendre à Béatrice qu'il faut partir au plus vite. Quand ils sont isolés, il lui explique que le culte s'apprête à attaquer. Béatrice ne questionne même pas d'où l'information lui vient et décide de le croire sur parole. Lui explique aussi le pouvoir de Sirius qui est le partage des sens et des sensations. Comprenant qu'elle va utiliser son autorité sur tout le monde, Béatrice propose d'utiliser Shamak, technique que Subaru possède pour faire revenir les gens à la raison quand elle attaquera. Au moment de se rendre sur les lieux, nos héros se font rejoindre par Emilia, qui a espionné leur conversation. Elle souhaite absolument les aider, même si elle est obstinée à l'idée de la protéger. Sirius se pointe alors au sommet de la tour, et elle n'a même pas le temps de dire un mot qu'Emilia l'attaque avec sa glace. Au premier abord, ça a l'air d'avoir marché, mais nos héros découvrent le regard hostile de la foule autour d'eux. On comprend qu'ils ont été envoûtés par l'évêque. Parlant d'elle, elle se libère de la glace. C'est folle de rage à la vue d'Emilia qui lui rappelle ce pourquoi son amoureux Betelgeuse est mort. Elle jure de l'envoyer en enfer et ne peut plus contenir sa rage. Elle attaque Emilia au corps à corps et les deux femmes se battent avec leurs chaînes et épées. La foule attaque Béatrice et Subaru qui s'envolent au sommet de la tour. Ils parviennent à sauver le garçon retenu. Emilia doit résister au pouvoir de Sirius et se met en colère quand la femme insulte sa nature d'elfe à cause de ses cheveux blancs. Elle affirme qu'elle fera taire cette insulte et contre-attaque l'évêque. Mais alors qu'elle était sur le point de la toucher, elle utilise un de ses otages pour la dissuader et en profite pour lui renvoyer un coup. Au moment où elle est au sol, un homme apparaît. Il s'agit du type de la dernière fois qui la prend dans ses bras. Il s'appelle Regulus Corneas, évêque de l'Avarice, et annonce prendre Emilia comme 79e épouse. De son côté, Otto part faire les courses, et alors qu'il marchait pas loin de la muraille, il entend de l'agitation près du portail. Un homme se prend la tête avec un des gardes et finit par lui broyer le crâne. Tout le monde s'enfuit et il avoue à Otto qu'il est en réalité l'un des évêques du culte de la sorcière. Et celui-là, c'est la gourmandise, Laïc Batenkaitos. De leur côté, Regulus et Sirius semblent se disputer à propos de qui va garder Emilia. La colère attaque carrément l'Avarice en lançant des flammes, mais ça ne semble pas vraiment avoir d'effet sur lui. Subaru enroule son fouet autour de Regulus et se jette sur lui avec Béatrice en lançant son sort Shamak. Il continue sur sa lancée en attaquant l'évêque avec les mains invisibles, mais ça ne lui fait absolument aucun dégât. Il se fout totalement du garçon et ne le prend même pas au sérieux. Avant de disparaître, Regulus envoie un simple caillou dans la jambe de Subaru et ça suffit à gravement le blesser. De son côté, Garfield est chez sa mère, il ne sait même pas qu'il est son fils. Il prend le thé avec elle et réalise qu'elle est exactement comme dans ses souvenirs. Quittant la maison, il court se réfugier ailleurs, mais le mari de sa mère l'interpelle. Il lui avoue la vérité et lui révèle que sa femme est amnésique des événements passés d'il y a plus de 15 ans. Mimi comprend bien que Garfield a retrouvé sa mère car ils ont tous les deux la même odeur, et ça lui fait mal de ne rien pouvoir lui dire, car en réalité elle ne se souvient même pas de lui. Son ami la laisse pleurer dans ses bras. Le lendemain, ils mangent ensemble au bord de la rivière, mais soudain une annonce se fait entendre depuis les haut-parleurs de la ville. Un message adressé à la population par nul autre que l'évêque de la luxure du culte de la sorcière, Capella. Subaru se réveille aux côtés d'Aldébarad dans une chambre remplie de médecins. Il lui demande immédiatement si Emilia et Béatrice vont bien. Malheureusement, il ne sait pas grand chose pour Emilia, mais Béatrice est juste à côté en train de se reposer. Félix lui ordonne cependant de ne pas trop faire d'efforts, car sa jambe est gravement blessée. Plus tard, il retrouve Crutch et Anastasia au quartier général. Il apprend que la ville est prise d'assaut par 4 évêques qui siègent actuellement dans les 4 tours au coin de la muraille. Et s'ils sont là, c'est pour récupérer les restes de Typhon, la sorcière de l'orgueil qui s'est noyée dans cette ville il y a fort longtemps. Garfield et Mimi doivent protéger les habitants. Ils croisent des membres du culte sur le chemin et engagent le combat. De son côté, Henkel retient Felt en otage, ce qui empêche Reinhardt d'agir pleinement. Il fait ça pour qu'il n'aille pas sauver ses alliés et rende encore plus dangereux la situation qu'elle ne l'est déjà. Le conseil du QG continue de rassembler des informations sur les évêques, mais sont interrompus par une nouvelle annonce de la luxure. Elle demande toutes les informations sur les restes de la sorcière et exige qu'ils viennent leur remettre. Pour les inciter encore plus, elle exécute des otages en pleine annonce pour les faire bouger. Garfield revient avec Mimi gravement blessée en ses bras au même moment. Il avoue ne pas avoir été assez fort pour la protéger. Plus tard, Kiritaka, un des représentants de la ville, avoue que même s'il le voulait, il ne pourrait pas satisfaire la demande du culte, car les restes de la sorcière Typhon sont essentiels pour maintenir en place la cité de Pristilla. S'il venait à être déplacé, toute la ville s'effondrerait. Subaru demande ensuite à Garfield qui il a pu affronter avec Mimi pour finir dans un tel état. Il avoue que les deux membres du culte contre qui ils se sont battus étaient particulièrement résistants, et avec les visions d'Elsa omniprésentes qui l'ont déstabilisé, il a failli se faire tuer. C'est comme ça que Mimi s'est sacrifiée pour lui et s'est fait toucher par une blessure qui ne semble pas guérir. Willem nous apprend que cet effet est causé car l'adversaire possède sûrement une bénédiction du dieu de la mort. Avec les autres, Garfield va de nouveau attaquer ces types. Subaru lui est très clair. Sa priorité c'est le sauvetage d'Emilia. Avec Julius et les autres, il s'aventure dans la
ville. Aldebaran doit partir de son côté, il conseille avant tout au protagoniste de ne jamais révéler son véritable nom à la gourmandise. Le groupe se dirige au centre de la ville et croise les deux membres du culte. Un affrontement éclate et Willem reconnaît l'épéiste derrière l'un des deux. Le type à 4 bras est très fort, mais ensemble ils parviennent à le blesser même si ça va être plus dur que prévu pour le vaincre. Mais la luxure entre en scène sous forme de dragon depuis un toit. Subaru parvient à gagner du temps et Julius lance son attaque d'esprit sur elle. Son visage est tout détruit mais pourtant elle se régénère comme si de rien n'était. Subaru, Crutch et Julius décident donc de la poursuivre et tombent en chemin sur la gourmandise qui a quand même l'air d'un sacré taré. Pourtant il ne ressemble pas à celui de tout à l'heure et en effet il est totalement différent car celui-là c'est Royal Fard. Subaru est enragé d'enfin rencontrer la gourmandise car tout est de sa faute pour Rem. De son côté, Emilia se réveille dans une chambre accueillie par Regulus. Il l'informe qu'elle sera la 79e épouse et qu'elle est parfaite pour lui. Une de ses femmes entre dans la chambre et vient apporter des vêtements à Emilia. Regulus le rappelle de ne pas sourire car ça ne lui colle pas et s'en va. Le combat continue du côté de la gourmandise. Subaru ne peut rien apporter dans cet affrontement. Alors Julius lui dit qu'il s'en charge et qu'il devrait plutôt continuer son chemin avec Crutch. Il rencontre finalement la luxure sous forme de dragon et découvre notamment une fille en otage. Après une courte bataille, Crutch parvient à blesser suffisamment la bête pour qu'elle ne bouge plus. Subaru demande à la fillette où se trouve le reste des otages et elle lui dit qu'ils sont dans la pièce d'à côté. Quand il ouvre la porte, il découvre des insectes à taille humaine partout. Mais trop tard, quand il se retourne, la fille était en réalité la luxure sous déguisement et elle a mis Crutch au sol. Elle provoque Subaru en dénigrant son allié et il la frappe avec son arme. Mais sa régénération est monstrueuse et il ne peut rien faire face à elle. Elle prend ensuite l'apparence d'Emilia, ce qui le laisse choqué sur place. Capella profite de son moment de faiblesse pour lui arracher la jambe. Elle est tellement ennuyée par le protagoniste qu'elle décide de faire couler son sang sur les deux dont on ne connaît pas les effets. Anastasia retrouve Kiritaka dans le QG avant de se faire attaquer par Sirius. Mais ses gardes arrivent en renfort pile à temps pour la défendre. Reinhardt se retrouve toujours bloqué par son père qui retient Felt en otage. Mais soudain des insectes se posent sur la fille. Vu qu'elle en a super peur, elle gémit ce qui déconcentre l'homme derrière elle. Reinhardt profite de cet instant pour lui foncer dessus et le mettre dos au mur. Felt ne perd pas de temps avant de l'assommer et de l'attacher sur une chaise. En réalité, les insectes étaient l'œuvre d'Otto et de sa bénédiction de la nature qui lui permet de les contrôler. Il dévoile à ses alliés que la gourmandise se trouve en ville et qu'il lui a échappé de justesse. Soudain, de l'autre côté de la ville, une partie de la muraille explose et le cours d'eau est déchaîné. Subaru tombe dans l'eau après une explosion du bâtiment où il se trouvait. Il a des visions assez étranges alors qu'il est inconscient, mais se fait soudainement réveiller par Priscilla. Il découvre l'état de sa jambe qui est plutôt étrange. La femme lui explique que la luxure a dû faire couler son sang sur lui, ce qui a reconstruit son membre de manière déformée. Pas le temps de se reposer qu'ils se font attaquer par des sortes de chimères. Priscilla se débarrasse d'eux grâce à son épée du soleil, et elle accompagne ensuite Subaru dans la ville pour lui montrer une planque de réfugiés. Ils ont tous l'air d'être sur les nerfs, probablement à cause de l'autorité de la colère de Sirius. Mais Liliana possède le don de la musique et est capable de tous les apaiser grâce à son talent. Actuellement, la ville est sous l'emprise de l'autorité de la colère, et avec les menaces de la luxure, ça ne s'améliore pas. C'est pourquoi Subaru et les autres décident qu'il faut redonner espoir à la population. L'un d'entre eux va devoir parler à la transmission pour la ville entière. Tout le monde est en faveur que ça soit Subaru qui s'en charge étant donné son palmarès de tueur d'évêques. Il prend alors le micro et révèle à tout le monde qu'il est aussi apeuré qu'eux. Mais son discours est superbement récité. Au final, il parvient à remotiver tout le monde crescendo quand il dit qu'il est hors de question d'abandonner. Suite à ça, le groupe se retrouve alors une nouvelle fois au QG et discute de son plan d'action pour affronter les évêques. Et justement, la cérémonie de Regulus a commencé. Il est sur le point de marier Emilia, mais elle est dégoûtée par ce type qui ne voit les femmes que par leur apparence et les appelle même par des chiffres. Elle décide de refuser sa proposition en lui assurant qu'elle préfère largement se préserver pour un autre homme. Tout à coup, la porte est propulsée et tombe sur Regulus. Reinhardt et Subaru entrent alors en scène contre l'évêque de l'avarice. De leur côté, Willem et Garfield font face aux deux membres puissants du culte. Le vieux reconnaît sa femme épéiste, devenue mort-vivant qui sert désormais le mal, tandis que Garfield va devoir se taper contre le type qui possède 4 bras. Regulus menace de tuer ses femmes si nos héros avancent, car malgré sa confiance, il est bien conscient que Reinhardt est imbattable pour n'importe lequel des évêques. Il ordonne aux chevaliers de se rendre devant lui sans histoire, sinon il tuera Emilia. Reinhardt accepte et se sacrifie donc devant Subaru en se laissant toucher. Hors de lui, il fonce sur Regulus bien décidé à le venger. Mais en fait, Reinhardt n'a absolument rien senti et ressuscite comme si de rien n'était. Car oui, en réalité, il possède la bénédiction du phénix, qui lui permet de revenir à la vie. Pour le moment, Subaru parvient à sortir Emilia des griffes de Regulus. Au centre-ville, Otto découvre la gourmandise. Elle tente de lui soutirer des informations et il prétend lui donner. Mais l'évêque s'agace très vite, car en réalité, il se rend compte qu'il est en train de lui mentir. Il lui saute dessus, mais Otto contrôle les créatures de la rivière pour se défendre. Félix reste en compagnie de Crutch dans sa chambre de rétablissement. Mais soudain, la luxure débarque et se joue de lui. Prend l'apparence de sa princesse pour le manipuler et se retrouve totalement hors de combat. Mais Crutch se lève et attaque ce qui surprend Capella. En réalité, il s'agissait d'Anastasia sous déguisement, et elle active un piège sous ses pieds pour l'envoyer au sous-sol. Aldebaran l'attendait en bas et s'apprête à engager le combat. Au même moment, Reinhardt découvre que le pouvoir de l'autorité de Regulus le rend invulnérable à tout type d'attaque. Reinhardt envoie Regulus dans tous les sens. Il ne lui laisse aucun répit. Malgré une attaque combinée de lui et Emilia, il se relève toujours sans aucune blessure. Regulus les poursuit et les deux tentent de trouver un moyen de contrer son invulnérabilité. En recueillant les informations sur lui qu'Emilia a obtenues depuis qu'elle le connaît, Subaru a peut-être une piste. Il demande à Reinhardt de vérifier si le cœur de Regulus fonctionne. Et en effet, il ne bat pas du tout. Mais en retour, il se fait envoyer dans le ciel par Regulus et ça va lui demander un petit moment avant de retourner sur la terre ferme. Mais dans tous les cas, cela confirme l'hypothèse de Subaru. Emilia envoie une attaque et le protagoniste s'occupe de gagner du temps contre lui. Subaru lui révèle
bien qu'il a compris son autorité. En vérité, l'avarice est capable de figer son corps dans le temps pour se rendre indestructible. Du côté de Priscilla, elle démarre un combat contre la colère. Liliana se fait envoûter par son autorité, mais Priscilla parvient à la ramener à la raison. Elle enflamme le pont derrière eux qui les sépare de la foule de gens touchés par son pouvoir. Elle demande à Liliana de s'occuper d'eux tandis qu'elle engage le combat avec l'évêque. La fille se rend donc en haut de la tour et s'apprête à lui donner le concert le plus important de sa vie, pour sauver tous ces gens. En utilisant sa musique, elle parvient à purifier la haine de tout le monde. Priscilla continue à encaisser les attaques de Sirius, et quand tout le monde est hors d'emprise, elle lui donne finalement le coup de grâce. Suite à ça, Emilia se rend de nouveau à la chapelle où se trouvent toutes les femmes. Elle demande leur attention, et leur apprend qu'elle compte vaincre Régulus. Au début, elles sont réticentes, mais elles finissent par accepter de l'aider. Emilia vérifie donc la théorie de Subaru, et teste le battement de cœur d'une des femmes. Elle comprend que le cœur de Régulus est présent en son épouse, et que c'est de là qu'il tire son pouvoir. Mais la vérité est horrible, car du coup, si nos héros veulent l'arrêter, tous les cœurs de ses épouses vont devoir s'arrêter. Pour autant, elles sont tellement vides qu'elles ne semblent même pas troublées par cette nécessité. Sauf qu'Emilia ne compte certainement pas laisser ça se produire. Elle glace toutes les femmes et stoppe leur cœur et les décongèlera quand Régulus sera vaincu. Emilia retourne sur le champ de bataille où Subaru gagne du temps contre l'évêque. Pour autant, son invulnérabilité n'est toujours pas désactivée. Elle comprend que son cœur se situe désormais en elle. Subaru panique face à cette révélation, alors que Régulus le provoque, mais il a déjà trouvé une solution. Il utilise les mains invisibles pour saisir le cœur et le détruire de l'intérieur. Les prochaines attaques d'Emilia portent enfin leurs fruits, et elle se venge complètement de lui et du sort qu'il a fait subir à toutes ses femmes. Reinhardt revient enfin du ciel et se présente devant Régulus pour l'achever. Il l'envoie à des centaines de mètres sous terre avant que l'eau vienne finalement remplir le trou de l'impact. Régulus, plein de haine envers Emilia, meurt finalement noyé. Capella se bat toujours dans le souterrain retenu par Aldébaran. Il tente de prendre l'apparence de Priscilla pour le faire paniquer, mais ça ne marche pas du tout. Il continue de la trancher, mais elle se régénère en permanence. Le combat semble pas près de se terminer. Garfield, lui, galère toujours contre son adversaire. Le type à 4 bras l'a envoyé sous terre, et c'est là que leur affrontement continue. La situation est tendue pour Garfield qui peut à peine résister à ses assauts. Mais en tombant dans le courant, il se fait emporter dans un abri de réfugiés. Tout le monde l'encourage pour remporter ce combat. L'affrontement est super rapide et il parvient à esquiver toutes les attaques de sabre. Au final, c'est lui qui gagnera quand le guerrier se désintègre devant lui. Willem continue son combat contre sa femme réincarnée Teresa. Il tient son mari sans souci et finalement Reinhardt arrive. Il la tranche sans émotion, sachant que sa véritable grand-mère est morte il y a des années de ça. Willem la prend dans ses bras, les larmes aux yeux. Elle s'apprête à disparaître, mais elle reprend ses esprits et parvient à lui parler une dernière fois. Même si dans leur passé il a pu être distant vis-à-vis d'elle, il l'a toujours aimée et ça elle l'a bien compris. Alors il lui redit une dernière fois avant de la laisser partir. Pendant ce temps-là, les évêques de la gourmandise continuent leur combat avec Julius et l'équipe d'Otto. Ils sont redoutables et extrêmement rapides. Julius se fait provoquer par Alphard et continue de l'attaquer avec rage, mais l'évêque est beaucoup trop fort. Otto de son côté découvre la vraie nature de l'autorité de la gourmandise. Quand il touche quelqu'un avec sa main gauche puis la lèche, il avale tous les souvenirs et traces de l'existence d'une personne. Otto se retrouve à terre face à lui et s'apprête à se faire tuer quand soudain Béatrice arrive juste à temps pour le sauver. Le combat est tendu mais elle parvient à le tenir. Felt intervient et apporte son aide. Au moment où il s'y attend le moins, Béatrice sort une arme qui tire un rayon dans sa direction quand il est immobilisé pour le vaincre. Mais au moment où un soldat venait pour l'achever, il se fait secourir de justesse par un troisième évêque de la gourmandise, Ruarneb, sa sœur. Elle parvient à fuir sans souci avec lui et Béatrice ne peut rien faire. Mais au moins la ville est finalement hors de danger. Tout le monde semble sain et sauf avec Garfield et Otto hors établissement. Malgré tout, un des évêques a été capturé. Sirius de la colère est enchaîné à une chaise et sera soumise à un interrogatoire plus tard. Elle avoue cependant qu'elle aime Subaru, mais pas vraiment lui. Plutôt Betelgeuse qui vit apparemment encore dans son corps grâce au pouvoir des mains invisibles. Elle jure de l'aider à se réveiller un jour et reprendre le contrôle sur le protagoniste. Bref, après tous ces événements, la ville est enfin en paix. Des réparations vont être nécessaires, mais les menaces ont été éliminées. Subaru trouve Julius dans une maison délabrée. Il s'étonne de le voir et surtout qu'il s'approche de lui. Emilia arrive pour le rejoindre et lui demande si c'est son ami. Subaru est choqué car à ce moment-là, il réalise que la gourmandise a frappé le chevalier. À suivre dans la saison 4. Pensez à vous abonner. Sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos comme celle-là qui arrivent. Sur ce, à la prochaine.